Cette hebdo, édition du 18 septembre 2022. Bonjour à tous et merci d'être sur ici. Dans le cadre de la loi pendant toute cette semaine avec les opérateurs économiques du secteur privé dans la ville de Douala. Il est question pour la Direction générale des impôts de recueillir des observations, d'évaluer les propositions des contribuables et apaisant. Notons que cette rencontre se tient dans un contexte économique tendu, marqué par une pression fiscale et une inflation à laquelle les entreprises peinent à résister, quand parallèlement, la Direction générale des impôts réalise de belles performances dans la collecte des recettes fiscales. Question, est-il possible d'avoir une loi de finances qui, en favorisant la mobilisation des ressources, participe également à l'amélioration de l'environnement des affaires au Cameroun? Et puis en deuxième partie de cette émission, on parlera du procès des prisonniers du MRC renvoyé au 20 octobre prochain avec le professeur Maurice Kamto annoncé aux côtés du collège des avocats pour défendre les militants de son parti. Notons que ces militants, 39 au total, ont été préalablement condamnés par un tribunal militaire. 7 ans pour Olivier Bibounissac, porte-parole de Maurice Kamto, et 7 ans également pour le trésorier du MRC, le professeur Alain Foguet. Pour les 37 autres, les sentences s'échelonnent jusqu'à 6 ans de détention. En rappel, ces militants du MRC ont été arrêtés dans le cadre des marches de septembre 2020. Alors, nous aurons 2 panels ce dimanche. Présentation du premier panel qui, vous l'avez compris, ne sera pas le même pour le second sujet. Benoît Assala, vous êtes consultant en management des projets et expert en intelligence économique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla et merci de nous inviter au débat. À côté de vous, on reçoit Vincent Kouetté. Il est directeur exécutif adjoint du GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun. Bonjour et merci d'être là ce dimanche. Bonjour Leïla, c'est un plaisir pour nous de partager ce illustre plateau. Face à vous, Guy Honoré Tienté, tax advisor. Alors, il était également dans le comité d'organisation lors de la récente visite du directeur général des impôts à Douala. Bonjour Monsieur Tienté et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla et bonjour à tous vos téléspectateurs. Alors, ça, c'est le thème de l'émission, de but en blanc, comme ça on rentre de pied en pli. Une loi de finances favorisant en même temps la mobilisation des ressources, tout en contribuant à l'amélioration de l'environnement des affaires au Cameroun. Est-ce que vous direz que c'est possible, M. Tienté? Merci Léla pour cette question. Je pense que c'est possible. Et d'ailleurs, ça se fait. Ce n'est pas simplement possible, c'est quelque chose que nous voyons. Je voudrais dire que pour nous autres professionnels du droit fiscal, l'effectivité du dialogue, en fait, s'apprécie non pas par rapport aux effets d'affichage des discours, que ce soit du côté de l'administration fiscale ou encore du côté du secteur privé, mais nous l'apprécions surtout par rapport aux amendements effectifs que l'on a dans notre législation fiscale. Et si vous regardez bien les lois de finances, vous comprendrez qu'il y a toujours dans ces lois de finances des mesures qu'on peut classer dans la catégorie des décrues de taux. Il y en a qu'on peut classer dans la catégorie des simplifications de mesures, disons, des procédures fiscales. Là, je parle de la digitalisation. Les décrues de taux, on en a eu côté IS, droit d'enregistrement, TSR. Vous aurez également des mesures de renforcement des garanties du contribuable, notamment le droit de se faire assister par un professionnel compétent. Et vous aurez aussi des mesures d'amélioration du climat des affaires, et bien des mesures telles la réduction, disons, des délais de remboursement de crédit de TVA. Et à côté de cela, il ne faut pas l'oublier, on a des lois spécifiques, notamment la loi sur les incitations à l'investissement, une loi de 2013, qui offre une palette, en fait, d'exonération et d'incitation à l'investissement dès lors que... Ça, c'est l'esprit de la loi. On verra avec le GICAM tout à l'heure. Beaucoup d'entreprises sont agréées à ce régime. Et vous avez aussi, vous permettez, le code gazier qui aujourd'hui offre, disons, beaucoup d'incitations aux investisseurs qui décident de risquer leurs fonds dans le secteur gaz aval, je veux dire, distribution de gaz. La zone de crédit industriel, très bientôt, va être quasiment alimentée par du gaz camerounais. Donc, on a du concret, et c'est par rapport à ce concret que nous apprécions ces contraintes pour chuter et dire que
à la fois l'administration mobilise les recettes, puisque dans ces mêmes lois de finances, vous aurez aussi des mesures, disons, de mobilisation des recettes, de sécurisation des recettes de l'État et autres. Vous aurez toujours ces mesures, mais il existe effectivement des mesures d'incitation, on le vit au concret. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? On reviendra de toutes les façons, on aura l'occasion de parler, Voilà. de reparler de cette question. C'était d'abord pour savoir si le thème choisi, si c'est même réalisable, si c'est même possible. Alors, monsieur Kouetté, à quoi est-ce qu'elles servent ces rencontres? Est-ce que vous avez l'impression que l'avis du secteur privé a souvent été prise en compte dans l'élaboration de la loi de finances au Cameroun? Encore une fois, merci beaucoup Leila pour cette question directe. Et pour y apporter une réponse également directe, ce serait simplement non. Nous sommes à l'écoute du président, de M. Guy-Honoré Tchente. On a presque l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Cependant, vous pouvez également faire un vote populiste, aller interroger quelque chef d'entreprise. Vous pensez que les avis que nous recueillons sont très subjectifs. Elle a demandé de vous citer 2 ou 3 contraintes au déroulement de leurs activités. Ils ne vous citeront pas 2 ou 3 facteurs sans citer la fiscalité. Vous pouvez dire c'est subjectif, le chef d'entreprise a toujours tendance à ne pas vouloir payer. Mais également, on peut se référer aux données factuelles. Aujourd'hui, le taux d'imposition au Cameroun, c'est-à-dire la part de la richesse créée qui est prélevée sous forme de taxes et impôts au Cameroun, est à peu près de 14%. C'est un taux qui est très faible parce qu'en réalité, on devrait se situer à peu près à 20%. Ne serait-ce que si l'on s'aligne sur le taux de la TVA. Cela, pour prendre que ces 2 éléments, cela vous montre que nous sommes encore très très loin d'avoir cette fiscalité qui à la fois produit des recettes pour permettre à l'État de réaliser ses missions régaliennes, ce que tout le monde souhaite, mais également qui ne soit pas un facteur dissuasif à l'investissement et à la création de la valeur par les entreprises. Malheureusement, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il se trouve, Leïla, qu'à côté de tous ces éléments qui ont été indiqués, ces fiscalités spécifiques, ces réformes que M. Tchente a voulu magnifier tout à l'heure, que nous qualifions véritablement des mesures à la marge, pour ne pas dire des mesurettes, il se trouve que vous avez un système qui, en lui-même, peut comporter des pesanteurs, comporter des faiblesses, comporter des lourdeurs de manière structurelle. Et tant qu'on ne les a pas adressées, tout allègement, tout arrondissement, tout ce que l'on peut faire à la marche, se revient au définitif à du saupoudrage. Nous avons évoqué depuis un certain temps, nous avons posé sur la table du gouvernement au moins 3 préoccupations. La première porte notamment sur le système d'imposition du revenu, qui aujourd'hui se fait sur le chiffre d'affaires et non sur le revenu. Le deuxième problème, on pourra revenir en détail si vous souhaitez. Le deuxième problème porte sur les droits du contribuable. M. Tchente a parlé de la question de se faire assister par un professionnel compétent, mais peut-être il omet de dire que pour y arriver, vous devez faire ce qu'on appelle des consignations. Et ces consignations aujourd'hui sont basées sur la valeur du redressement qui est admis à votre charge. Et malheureusement, ces redressements sont totalement discrétionnaires. Une actualité récente, si vous vous rappelez encore, vous fait voir qu'ils peuvent être du jour au lendemain rabaissés de 700%. Donc imaginez, tout le temps vous devez payer des consignations de 15% sur la valeur du montant qui vous est mis en redressement. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est également sur la question de l'administration de l'impôt, la question de ce qu'on appelle l'attestation de non-redevance. L'attestation, un document aujourd'hui qui est devenu un sésame pour réaliser n'importe quelle activité et dont l'accès, malheureusement, reste sujet à caution pour la plupart des entreprises. La plupart ont été transformés en spécialistes de capture d'écran. On pourra revenir sur les détails. Et à côté donc de ces 3 problèmes que nous avions, pour lesquels nous avons pensé pouvoir, dans le cadre du dialogue avec l'administration des impôts, aller progressivement vers des solutions, parce que nous comprenons également les contraintes qui sont les leurs, on se rend compte malheureusement que d'année en année, nous avons plutôt d'autres contraintes qui s'ajoutent, notamment en 2022, la question du précompte, dont le mode de calcul a été réformé pour créer encore plus de problèmes aux chefs d'entreprise. Au final, vous avez une administration fiscale qui se plaît de collecter toujours davantage de recettes, ce qui est bien, ce qui certainement plaît à tout le monde, mais malheureusement on est en train d'étrangler la poule aux œufs d'or et bientôt, c'est ce que sera notre cri, il n'y aura plus de poule du tout. Alors Benoît Salah, comment est-ce qu'il faut analyser le fait que l'avis du secteur privé n'est pas pris en compte dans l'élaboration de cette loi de finances? Disons que ce n'est pas le sentiment que j'ai à écouter les gens et M. Tchente notamment, et dans la lecture aussi de l'actualité. Disons que globalement, il faut resituer le contexte. Donc, le Cameroun, comme tous les pays dans le monde, ont connu tour à tour le Covid
et aujourd'hui la guerre en Ukraine qui impacte quasiment toute l'économie mondiale. Et pour la partie Covid, on a vu des efforts, parfois décriés ou contestés par le patronat, qui n'ont pas été suffisants pour pouvoir infléchir la tendance. Mais moi je note quand même qu'il y a, en tout cas au niveau de l'État, un effort qui a été fait pour dialoguer. Même si je note aussi qu'en face, ces efforts-là ne sont pas suffisants. C'est d'ailleurs ce que le JICAM a relevé récemment, parce que malgré le fait que la DGI, la Direction Générale des Impôts, se soit engagée dans un plan de modernisation de ces systèmes de collecte de fonds, malgré le fait qu'elle ait mis en place un certain nombre de mesures pour inciter à la création des entreprises, malgré tout ça, il y a tout de même des choses qui restent à faire et sur lesquelles le patronat insiste. Vous avez entendu le propos de mon prédécesseur tout à l'heure. Donc, moi, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a des points à aller glaner. C'est vrai que rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se conserve. Si l'État tire la couverture de son côté en accélérant ou en augmentant ses recettes, forcément, elle va laisser sous le carreau un certain nombre d'entreprises. Et aujourd'hui, on voit que c'est au détriment des entreprises que les recettes de l'État ont augmenté. Cependant, je pense qu'il y a, monsieur l'a dit, hein, il y a des secteurs dans lesquels on peut aller chercher les ressources pour ne pas asphyxier l'État. Bon, il y a les projets dont on va parler, voilà, l'élargissement de l'assiette fiscale, l'État a commencé à le faire en diversifiant des produits, des revenus fiscaux. D'autre part, il y a de nouveaux projets qui pourraient être lancés dans le domaine de l'énergie. Monsieur a parlé du gaz, c'est des choses qu'il faut aller chercher. On sait aussi aujourd'hui que on connaît la tension de ce produit sur le marché international du gaz qui fait l'objet de la guerre entre la Russie et l'Europe aujourd'hui. Donc c'est des poches vers lesquelles on peut aller chercher des sources de revenus. Il faut juste être inventif dans ce sens-là. Alors, pour ce deuxième tour de table, monsieur Kouetté, la Direction Générale des Impôts a récemment publié justement de façon détaillée ses comptes pour le premier semestre 2022, des comptes en dépassement par rapport aux objectifs fixés, 1597 milliards, si je lis bien, mobilisés avec 1369 milliards de recettes fiscales non pétrolières. On l'a souvent dit, la fiscalité au Cameroun n'est pas de nature à encourager l'investissement. Ça, c'est ce que le secteur privé a souvent dit. Mais qu'est-ce qu'on met dans une fiscalité moins agressive? Les choses, bon, c'est assez simple. En fait, le Cameroun n'évolue pas comme dans un îlot. Nous faisons partie d'une communauté mondiale. Il suffit de regarder ce qui se passe ailleurs et de copier ce qui marche très bien. Première chose, c'est un juste impôt. C'est-à-dire payer effectivement un impôt sur ce que vous avez gagné. Notamment la question de l'imposition sur les revenus. Et non pas, lorsque vous faites des portes, que votre patrimoine soit prélevé au titre d'impôt. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'équité. Que tout le monde soit logé à la même enseigne en matière d'imposition. Tout à l'heure, j'ai évoqué la question de la pression fiscale qui reste faible, c'est-à-dire dans l'ensemble. Mais vous avez également, en matière d'équité, le poids des recettes, notamment qui est concentré sur un très petit nombre de contribuables. Les données même fournies par la DGI vous indiquent que c'est à peu près 10% des contribuables qui contribuent pour 90% des recettes fiscales. Ça, c'est la deuxième chose, c'est-à-dire l'équité, avoir le juste impôt pour tout le monde. Et enfin, en troisième lieu, avoir un système d'imposition qui soit lisible et prévisible. C'est-à-dire qu'en début d'année, vous savez très bien ce que l'administration des impôts attend de vous, ce sur la base de quoi elle va vous évaluer en fin d'année si vous avez respecté la réglementation. Est-ce que ce que vous dites, c'est que ça change parfois au cours de l'année? Oui, en fait, le fait d'avoir un système qui soit rigide, qui soit, disons-le, je ne devrais pas dire mauvais, mais on n'est pas très loin de là, et qu'on essaye
d'arranger, de polir les angles, d'empolir les angles, amène à avoir une législation qui soit complexe et qui soit donc sujette à interprétation. Une fois que vous avez donné des incitations, notamment pour encourager des secteurs ou des activités spécifiques, cela suppose que pour en bénéficier, vous avez des critères auxquels vous devez satisfaire pour pouvoir être éligible à ces incitations ou alors à ces systèmes qui sont plus évolutifs. Alors, comment apprécier donc ces critères? Nous sommes dans une économie, vous savez, l'économie est tout sauf ce qu'il y a de linéaire. Une activité que vous classez aujourd'hui dans le secteur A, demain, une autre personne peut, en fonction de sa lecture, la classer dans le secteur B. Cela amène donc régulièrement à des quiproquos, à des différentes interprétations entre l'administration fiscale et les impôts. Vous voyez aujourd'hui, et les contribuables. Vous voyez aujourd'hui, avant que le classement du business ne soit suspendu, on évalue que chaque année, l'interaction entre l'administration fiscale et le contribuable, en moyenne, c'était 44 fois en cours d'une année, pour plus de 700 heures que chaque contribuable contribue en moyenne pour satisfaire à ses obligations fiscales. Ça veut donc dire qu'au final, vous avez des entreprises qui ont plus d'interactions avec l'administration fiscale qu'avec leurs clients ou qu'avec leurs fournisseurs. Cela fait en sorte donc, que nous avons un système qui nous qualifions donc effectivement des prédateurs, mais surtout qui n'est pas prévisible. Parce que lorsque, en plus cette année, M. Tchente, je pense qu'il confirmera cela, la circulaire d'application de la loi de finances n'a été publiée qu'au mois de juin, 6 mois après le début de l'exercice. Alors, comment s'est faite l'interprétation de la loi fiscale au cours de ces premiers mois? Comment est-ce qu'on va régulariser tout ce qui s'est passé? Qui aura le dernier mot? Quelle est la perception que l'on va considérer si, d'aventure, des contribuables ont eu à interpréter des textes à appliquer certaines dispositions sans avoir la doctrine fournie par la Direction générale des impôts? C'est tous ces éléments-là qui amènent aujourd'hui à un système d'imposition qui soit très lourd, qui fait en sorte qu'il est très difficile, non pas particulier. Nous parlons là en plus notamment des cas des entreprises qui ont des ressources pour pouvoir à la fois s'attacher des services d'un conseil fiscal, avoir une direction fiscale suffisamment étoffée en ressources humaines pour lire et comprendre et déchiffrer le Code général des impôts. Mais lorsque vous parlez des petites et moyennes entreprises, la chose devient différente. Nous avons bien entendu le système des centres de gestion agréés, mais qui est incapable d'embarquer tout le monde, en plus qui est également un coût. Donc notre credo, en fait, tout à fait notre plaidoyer, c'est d'arriver à un système fiscal qui soit un système fiscal, une fiscalité de développement, oui, c'est-à-dire qui soit simple, qui soit équitable et qui soit le plus accessible pour tous. Alors, pour les contributeurs. Monsieur Koita a parlé tout à l'heure d'un impôt équitable, juste pour tous. Justement, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'au Cameroun, on en soit encore à l'imposition sur le chiffre d'affaires plutôt que sur le bénéfice? Alors, est-ce que c'est de nature justement à permettre une saine éclosion? Je veux déjà apporter une précision sur cette question et puis procéder à quelques autres développements. Je pense qu'il faut qu'on soit suffisamment honnête pour comprendre que cette imposition de 2,2 sur le chiffre d'affaires, en fait, crée un véritable problème à certains secteurs particuliers, c'est-à-dire des secteurs qu'on qualifie à marge faible. Autrement dit, 2,2, c'est un acompte sur l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur le principe de l'annualité de l'impôt voudrait que c'est à la fin de l'année, en fonction justement de votre résultat, si vous faites un bénéfice, vous payez 33% et vous calculez vous-même ces 33%, vous déduisez tout ce que vous aurez payé en cours d'année comme acompte. Donc pour une entreprise qui fait des bénéfices, ce n'est pas un problème, au contraire, ça allège son solde IS de fin d'année. Ceci dit, pour les entreprises qui ont des marges faibles, il peut arriver, et il arrive même, qu'en fait, le 2,2 sur le chiffre d'affaires soit plus élevé que 33% sur son bénéfice effectif. Et là, effectivement, il y a un problème. Il en est de même du cas des entreprises qui font des pertes. Dans un système fiscal normal, quand on fait des pertes, on n'a pas à payer d'impôt sur le revenu. Il ne devrait même pas avoir un minimum de perception. Au contraire, on a le droit de reporter les déficits sur 4 années, les 4 années suivantes. Ou encore, dans certains autres systèmes, on a même un crédit d'impôt. Alors, il s'avère que dans notre système, et ça aussi, il faut le dire, le président du JICAM l'a décrié énormément dans son propos de manière la plus véhémente possible.
J'ai jamais entendu cela d'un président de JICAM jusqu'à présent. Et je pense que c'est à son honneur. Il a parlé des tricheurs qui d'ailleurs n'ont pas leur place dans la maison de l'entreprise qu'est le JICAM. Pour dire quoi? Pour dire en fait que, in fine, ces tricheurs qui contournent la loi, lissent les résultats pour être au minimum de perception, eh bien, quelque part, ils sont à l'origine du relèvement de ce taux, parce qu'encore une fois, comme je dis, on ne devrait même pas avoir un minimum de perception en matière d'impôt sur le revenu. Donc, soyons conscients des problèmes, trouvons le moyen de faire en sorte qu'au travers de l'éducation, au travers de la formation, au travers de l'amélioration du civisme fiscal, on améliore le comportement déclaratif des contribuables. Je peux vous assurer, ce minimum de perception-là, il disparaîtra. Il disparaîtra et nous, de toute façon, on pourra plus facilement obtenir sa disparition. Il me souvient, et d'ailleurs, je crois qu'on était ensemble, Vincent, en Île-Maurice. On est allé faire une mission il y a de cela 15 ans. On est allé en Île-Maurice. L'île Maurice avait fait une importante réforme, c'est le Business Act, qui alignait tous les taux d'imposition à 15%. IS 15%, plafonnement IRPP 15%, TVA 15%, droit de douane 15%, etc. Il y a eu un très grand débat dans ce pays, à savoir, est-ce que les contribuables vont positivement répondre, c'est-à-dire qu'à la décrue des taux, que tout le monde rentre dans le système et que par l'effet d'élargissement de l'assiette, l'État ne perde pas. Parce que n'oublions pas qu'en face, il y a des dépenses publiques. Donc, tout ceci pour dire que dès lors que je pense on aura donné suffisamment de gages au travers des propos comme ceux qu'a tenu le président du JICAM, qui solennellement, urbi et orbi, en mondiovision, a condamné la tricherie en la matière, et ce qui voudrait dire que nos déclarations fiscales doivent de plus en plus refléter notre vrai résultat. Il est quand même inadmissible qu'une entreprise, en fait, pendant 10 ans, affiche des pertes systématiques. Alors, étant donné que l'entreprise est là pour créer la richesse, donc pour faire des bénéfices, ben, comment peut-on se retrouver dans la perte devrait être quelque chose d'exceptionnel, contextuel. Et quand elle arrive, effectivement, il faut qu'on puisse la supporter. Je vous permettrai, quand je dis je vais être concret, qu'il y a quand même des mesures. Vous prenez la loi de finances 2022, c'est-à-dire la précédente. Vous verrez dedans qu'il y a des dispositions. La révision des conditions de déductibilité des pertes relatives aux créances douteuses. Ça, c'est le secteur bancaire qui fait cette proposition. Et elle a été adoptée. Le secteur des télécoms a demandé que l'on consacre le principe des amortissements sectoriels. C'est-à-dire que la clim, par exemple, ou disons les groupes électrogènes, parlons terre à terre, que vous voyez, eh bien, lorsque une entreprise de télécom disons, met des antennes dans une zone où il n'y a pas d'électricité, eh bien, le groupe électrogène tourne quasiment 24 heures sur 24, donc se déprécie rapidement, se détériore, alors que cette même clim qui est dans votre chambre, eh bien, elle tourne que la nuit. Donc, du coup, il fallait la possibilité que ce secteur-là puisse l'amortir plus rapidement. Eh bien, le législateur a donné droit à cette demande. Vous avez dans le secteur pétrolier eu l'arrimage du Code général des impôts aux dispositions du Code pétrolier, avec, disons, l'exonération qui a été consacrée sous condition que l'entreprise puisse effectivement justifier du prix coûtant. Et lorsqu'elle ne peut pas justifier du prix coûtant, on lui a aménagé un taux réduit de 3% de TSR. Ça, ce sont des choses qui sont intéressantes. Vous avez eu en matière de droits d'enregistrement, c'est l'article 543, une réduction des droits d'enregistrement sur les cessions massives d'actions, c'est-à-dire quand une entreprise est en restructuration, eh bien l'État doit être en mesure de ne pas l'imposer de manière à dissuader la restructuration. C'est des pas positifs. Nous disons simplement que c'est certainement pas suffisant. Mais il faut qu'on ait l'honnêteté de reconnaître ce qui est fait, et c'est parce que nous aurons cette honnêteté que nous serons crédibles face à l'administration et laquelle l'administration pourra davantage avancer. Donc, je pense que le cap, il est bon. Oui. Actuellement, on est dans la bonne direction et je pense que c'est prémonitoire à davantage, disons, de compréhension de la part de l'administration. Je chuterai avec votre permission en disant ceci, très rapidement.
En fait, on s'est toujours focalisé sur les recettes. Et je me demande, je le disais dans un plateau avant-hier, je me demande si le vrai problème, il est exclusivement sur les recettes. Si vous regardez la circulaire de cadrage du président de la République, au point 29, il nous dit, en matière de dépenses, un accent sera mis sur le réalisme et la sincérité des prévisions budgétaires. Et à ce titre, la priorité des inscriptions des crédits sera accordée aux engagements en cours de l'État. Il nous dit également, au point 32, que des efforts de réduction du train de vie de l'État devront être poursuivis. Et s'agissant des dépenses de personnel, que des actions d'assainissement du fichier sol devraient être. Est-ce que le secteur privé ne gagnerait pas à s'emparer aussi du débat sur ce volet? Parce qu'un budget, c'est certes des recettes, c'est des dépenses. Mais si vous laissez les dépenses augmenter sans contrôle, je veux dire, que peut faire, dans la réduction du train de vie de l'État, par exemple, que peut faire le secteur privé? Le secteur privé peut faire des propositions, c'est-à-dire exactement ce qu'on fait. Des propositions ne sont-elles pas faites, monsieur Côté? Vous permettez? Non, pour l'instant, généralement, d'après ce que je veux dire, j'ai pris juste un exemple, la réduction du train de vie de l'État. Il faudrait que... Mis à part les propositions, je veux dire, quel est l'impact des propositions qui pourront être faites? Si déjà, pour l'élaboration de la loi de finances, le secteur privé se plaint de ce que les propositions qui sont faites ne sont pas prises en compte. Je dis ceci, le problème véritable peut se trouver ailleurs. Parce que, madame, c'est comme un ménage. Si vous avez un salaire de 100 francs et que vous faites des budgets de 150, vous êtes d'accord avec moi que si vous tenez à réaliser vos 150, toutes vos dépenses, vous allez devoir aller emprunter l'argent ou encore trouver l'argent d'une manière ou d'une autre. Alors que si vous faites l'effort d'avoir un budget de 100 qui est compatible avec votre salaire, vous pouvez plus facilement le gérer. Dans le secteur privé, c'est un débat à nous tous, c'est de dire que la même dénonciation que nous faisons par rapport aux recettes, il faut qu'on monte au créneau pour dire à l'État, la pression que nous subissons côté recettes, en partie est aussi due au fait qu'il n'y a pas suffisamment de discipline budgétaire. Je pense que c'est très très important. On ne peut pas se contenter à critiquer un pan qui d'ailleurs, pour moi, n'est que la conséquence de l'autre pan, c'est-à-dire la dépense. Je sais quand je dis ça, on va me parler des problèmes de gouvernance et autres. C'est vrai, ça relève maintenant du politique plus ou moins, donc pas du débat d'aujourd'hui. Mais le secteur privé, de mon point de vue, devrait s'emparer de cela. Et la circulaire cadre du président de la République nous offre effectivement cette opportunité-là. Donc c'est une proposition à nous tous. Les propositions de la loi de finances 2022, la Chambre de commerce des États-Unis les a faites, ce que je viens de vous énoncer, ça a été pris en compte. Donc il s'agit d'avoir des propositions responsables. Vous terminez, monsieur Tienté. Alors on reviendra avec le manque de discipline budgétaire du gouvernement camerounais avec vous, monsieur Côté. Mais avec vous, monsieur Assala, j'aimerais qu'on reparle de la loi de 2013, justement sur l'investissement privé. Vous qui vivez à l'extérieur, vous avez déjà certainement essayé d'investir au Cameroun. Quelle a été la réalité concrète sur le terrain? Avant de répondre à cette question, je vais peut-être saisir la perche que monsieur Tienté a levée pour parler en fait de la gouvernance. Parce que l'économie est au service du politique. Donc on ne peut pas dissocier les deux. Et je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il faudrait absolument jeter un œil également sur la qualité de la dépense. Oui. On ne peut pas dépenser pour dépenser, parce que, notamment sur la partie des dépenses, on s'est rendu compte qu'il y a des lignes budgétaires qui ont été contestées plusieurs fois, et l'actualité politique le démontre encore. Donc il y a des lignes dont on peut interroger effectivement l'utilisation et l'opportunité de l'utilisation. Donc plus on a des dépenses qui sont farfelues, on va dire, plus on a un budget qui lui aussi ne respecte pas les usages. Et c'est le secteur privé qui en pâtit. C'est effectivement le secteur privé qui en pâtit.
Également, monsieur a parlé a semblé rejeter la faute sur les entreprises qui magouillent, qui traficotent les chiffres pour faire des déclarations fiscales qui sont fausses finalement, oui, mais qui maquillent la réalité de la situation. Moi, je dis, c'est à l'État de mettre en place une réglementation et des outils de collecte de la bonne information. On ne peut pas compter uniquement sur la bonne foi des entreprises, sachant que si elles peuvent le faire, ça veut dire que le système est pour eux. Et on sait très bien qu'il y a également des agents fiscaux véreux qui profitent de la situation pour arnaquer, pour mettre de la pression aux entreprises. Et donc cette situation-là, c'est à l'État de la prendre à bras le corps et par exemple, de digitaliser l'administration. Voilà ce que je peux dire sur cette partie. Et c'est un grand projet. Maintenant, pour revenir sur votre question. La loi de 2013 sur l'investissement. Sur l'investissement. Quand on veut investir au Cameroun, on se heurte d'abord aux procédures. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un travail qui a été fait dessus pour simplifier les procédures de création d'entreprises au Cameroun. Mais toujours est-il qu'on est encore sur des frais qui restent élevés pour une création d'une entreprise. J'ai créé une entreprise il y a, peut-être entre-temps ça a changé, il y a 3 ans, et j'ai dû débourser autour de 1 million en gros pour créer l'entreprise, alors qu'on m'avait dit que l'entreprise, pour la créer, ça serait quasiment gratuit. Donc globalement, la procédure de création, rien que pour l'immatriculer, l'entreprise, ça a coûté 1 million. Donc on reste encore sur des montants qui sont assez onéreux, et on n'est même pas sûr dans cette procédure-là que c'est la bonne. Peut-être qu'on aurait pu, si on avait une procédure claire, on aurait pu dépenser moins d'argent. Et à ce niveau-là, ça reste encore un peu flou. Par rapport à la vie de l'entreprise, après qu'elle soit créée, j'ai vu qu'il y avait des incitations pour les entreprises du domaine des nouvelles technologies, une exonération de taxes pendant un certain nombre d'années. Bon, ça c'est à encourager, c'est déjà un pas, mais toujours est-il que pour les grosses entreprises, ce n'est pas la même réalité. Il faut dépenser. Par rapport à ces dépenses-là, on peut dire que les charges, puisque quand une entreprise commence à fonctionner, elle n'a pas forcément un chiffre d'affaires qui correspond à ses attentes. Et donc, c'est un chiffre d'affaires de démarrage. Et tout de suite en face, on a l'administration fiscale qui est présente et qui réclame déjà. Moi, j'ai aussi noté un point qui m'a un peu frappé. C'est dans ce que le JICA m'a remonté, c'est le fait qu'on a des entreprises qui payent près de 60% d'IS, et parfois ces entreprises-là arrivent à payer, je ne sais pas si c'est de ce que vous parliez, le paiement de l'IS se fait tous les mois. C'est-à-dire qu'avant même que l'entreprise soit au courant de son résultat, elle est déjà en train de payer. Je pense que ça, voilà, sur le chiffre d'affaires, puisqu'ils n'ont pas le résultat, donc ils sont obligés de trouver une base de calcul. Et cette base de calcul-là, pour moi, non seulement elle n'est pas réaliste, ce n'est pas dans l'esprit de l'impôt sur les sociétés. Donc c'est pourquoi le JICAM a parlé de changer de paradigme. Je suis d'accord là-dessus. Il faut vraiment revenir à l'orthodoxie, parce que on peut arriver à des cas où des entreprises, en payant l'IS tous les mois, n'a pas suffisamment de trésorerie ensuite, et donc une entreprise qui n'a pas suffisamment de trésorerie ne peut pas investir. Et même en fin d'année, lorsque on serait dans cette situation-là, si le peu de bénéfices qui reste est disponible, les actionnaires, dans ce contexte-là, vont vouloir récupérer leur argent, et il y aura très peu de trésorerie pour l'investissement.
l'État n'a pas intérêt à ce que les entreprises n'investissent pas, puisque une entreprise qui n'investit pas, c'est une entreprise qui va mourir finalement. Et donc, s'il n'y a plus d'entreprise, l'État n'a plus de recettes fiscales, et donc le chien se mord la queue. Alors, Monsieur Vincent Coté, revenons justement à ce que disait Monsieur Tienté tout à l'heure, la qualité de la dépense de l'État du Cameroun et le manque de discipline budgétaire du gouvernement. On parle depuis longtemps du train de vie de l'État qu'il faut réduire. Je veux dire, sur ce point-là, que peut faire le secteur privé pour améliorer la qualité de la dépense? Oui, tout à fait. Peut-être vous permettrez que... Bien entendu. Le sujet principal, c'était bien la fiscalité. Je voulais simplement faire le constat qu'autour de la table, les trois panélistes, nous sommes tous d'accord qu'un système d'imposition basé sur le chiffre d'affaires est mauvais. Oui. On est tous d'accord là-dessus. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne se mêle pas dans une dynamique pour en sortir? Le directeur général des impôts, au moment où il avait relevé le taux, parce qu'avant c'était 1,1, il était passé à 2,2, il avait indiqué que dans son fichier, on était à peu près à 60% des contribuables qui lissaient leurs comptes. C'est-à-dire qui, après avoir payé les 1,1, se retrouvaient en fin d'année à ne pas payer. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a un seuil? Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a un seuil au-delà duquel on va revenir à un système d'imposition normal? Cela donnera au moins la visibilité pour qu'on sache que le secteur privé soit au moins contenté du fait que sa recommandation, sa préoccupation principale est prise en compte. Aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. On nous parle des mesurettes, on a fait des ajustements pour tel secteur, ainsi de suite, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on en sortira. Et quelqu'un l'a dit tantôt, aujourd'hui, avec la digitalisation, avec l'ANR, avec tout ce qui a été mis en place, l'administration fiscale a plus de visibilité aujourd'hui pour redresser les comptes qui seraient lissés. Surtout, n'oubliez même pas, en plus que plusieurs par notre économie sont aujourd'hui des secteurs à marge administrée. Aujourd'hui, les prix de vente de la plupart des biens, notamment les biens de grande consommation, sont fixés, sont homologués par l'administration. Ça veut dire qu'on a une lisibilité sur la structure des coûts. À vrai dire, aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi, lorsqu'on parle de dialogue, qu'il soit effectivement un dialogue fertile, qu'il soit un dialogue sincère, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit, voilà la raison pour laquelle on était entré dans ce système. Aujourd'hui, cette contrainte-là, travaillons ensemble pour la lever et sortons de là. Malheureusement, on n'en est pas là. S'agissant du train de vie de l'État, bien sûr, nous apprécions les propositions de M. Tienté, mais il faut dire que nous n'avons pas attendu. Je vous renverrai simplement au livre blanc de l'économie camerounaise que nous avons publié en fin d'année 2020, où nous nous sommes fait, ce que le président du JICAM a appelé, un devoir d'ingérence. Nous sommes allés jusqu'à proposer la fusion de certains départements ministériels. Ce n'est pas simplement une question de dépenses, mais c'est également une question du climat des affaires. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes une entreprise, vous avez en face de vous une multitude de départements ministériels avec parfois des dispositions qui se contredisent. Si vous faites simplement écho au dernier débat que nous avons sur les autorisations de mise à la consommation des certificats sanitaires, donc nous avons proposé que certains ministères soient fusionnés, notamment les ministères qui sont en charge de l'économie. Nous avons proposé parce que, également, on a observé que les coûts de certains grands travaux étaient loin d'être maîtrisés, que l'on crée une agence générale des grands travaux. Ça, c'est des propositions qui sont contenues dans le livre blanc. Ainsi de même qu'il en est de la politique d'endettement. Nous avons fait des propositions que nous considérons comme étant suffisamment audacieuses pour redresser la barre en ce qui concerne ces questions. Parce que nous comprenons très bien, au-delà même de la qualité ou bien de la quantité de collecte de la dépense, il y a également la qualité de la dépense qui pose problème aujourd'hui. Nous avons des infrastructures dont les entreprises ont énormément besoin, comme les infrastructures énergétiques, les infrastructures de communication et de télécommunication dans lesquelles nous pensons qu'il faut investir, il faut orienter prioritairement la dépense pour permettre justement aux entreprises d'avoir un climat, des coûts de facteurs qui soient plus accessibles pour créer plus de richesses et payer donc plus d'impôts. Également, une orientation principale, c'est celle de l'impôt substitution. Nous proposons dans ce document à l'État, notamment des orientations aussi bien en termes de dépenses qu'en termes de collecte, pour permettre aux entreprises de valoriser davantage les matières premières locales et de promouvoir le Made in Cameroun. Donc, sur ce chantier-là, je peux vous assurer, nous ne sommes pas du tout absents. Malheureusement, si on a de la peine à être compris sur le chantier des recettes, peut-être là également on a quelques difficultés. On a quelques difficultés, mais même, quoi qu'il en soit tout de même également, il faut tout de même relever qu'avec certaines administrations, l'administration notamment de l'économie, et également les administrations en charge du secteur agricole, nous avons des dialogues qui sont plus ou moins fertiles sur certaines questions, notamment en ce qui concerne l'encadrement de certains producteurs, l'encadrement de certains types d'activités. Là également, nous avons parfois des résultats qui nous satisfont. Alors, M. Tienté, quel rôle peut jouer justement l'élargissement de l'assiette fiscale
fiscale dans la construction d'une fiscalité au service d'un sain climat des affaires au Cameroun. Très bien. Alors, lorsqu'on a eu cette... On dirait que vous l'attendiez, cette question. Bien, enfin, et j'attends beaucoup d'autres aussi. Hein. On pourrait en parler pendant des heures. Malheureusement, on a beaucoup de temps. Donc, en fait, ce qu'on attendait, oui. Et je pense Vincent l'a plus ou moins dit en filigrane, c'est qu'il y a quelques années, lorsque le directeur général, enfin l'administration fiscale, hein, je préfère pour ne pas personnaliser les débats, disons l'administration fiscale, voilà, fiscale, constatant la mauvaise qualité des déclarations, relève le taux de la compte de 1,1 à 2,2, eh bien, la justification, c'était que eh bien, le comportement déclaratif des contribuables n'était pas acceptable, avec le fameux chiffre de 60%, tel que Vincent l'a dit. Le secteur privé, en fait, attendait qu'au fur et à mesure que la digitalisation se mette en place et que cette digitalisation permette d'élargir l'assiette de l'impôt, qu'en contrepartie de cela, eh bien, on ait des mesures davantage de décrue de taux. C'est-à-dire que l'élargissement de l'assiette devait évoluer concomitamment avec la décrue des taux. Et parmi les taux qu'il fallait décroître, et justement, cet acompte mensuel qu'il fallait commencer par décroître, et à terme même, en fait, le supprimer purement et simplement, puisqu'il ne se justifie pas dans un système fiscal normal. Et il y a des techniques de substitution par rapport à ce mécanisme. C'est le paiement de l'impôt par tiers prévisionnel. Puisque l'État a besoin d'argent pour fonctionner au mois le mois, payer les fonctionnaires, on pouvait tout à fait imaginer un système où, par rapport à l'impôt de l'année précédente, on essaye de taler et que le contribuable paye un 12e ou un tiers de son impôt effectif de l'année précédente. C'est un système qui peut tout à fait marcher. Et là, la base n'est plus le chiffre d'affaires, c'est plutôt l'impôt réellement payé l'année précédente. Et tant entendu que progressivement, si l'entreprise croît, elle aura un solde complémentaire à payer, mais qui serait, disons, pas très significatif. Qui reflèterait la réalité. C'était ça les attentes. Et je suis tout à fait d'avis que, eh bien, il faudrait qu'on puisse, le secteur privé et l'administration fiscale, puissent s'asseoir et faire le point, de dire, il y a tel nombre d'années, voilà ce qui se passait. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Quelle est la situation? Est-ce que le comportement déclaratif ne s'est pas amélioré? Si ça s'est amélioré, eh bien, concrètement, comment on fait? Et tout au moins, à quel horizon pouvons-nous espérer avoir une dégression du taux et après une suppression pure et simple de ces acomptes sur le chiffre d'affaires? Ça, je pense, c'est des approches positives que nous devons en fait tous développer. Mais encore une fois, tout cela suppose qu'au préalable, on comprenne bien le contexte de part et d'autre et qu'on fasse des demandes où on s'assoit pour deux. Alors, je vais également saisir l'occasion, profiter du temps de parole, pour parler de la problématique du contentieux. Parce que là aussi, c'est un problème réel. C'est-à-dire que l'administration, disons l'État, a des prérogatives exorbitantes pour, disons, assurer le contrôle, le redressement et le recouvrement des impôts. En contrepartie de la liberté déclarative, c'est-à-dire le contribuable déclare spontanément ses résultats. En contrepartie, l'administration a ses prérogatives. Il s'avère que l'administration peut se tromper, et l'administration se trompe même souvent. Je veux dire, les vérificateurs se trompent souvent. Donc, il faut que le système, en fait, permette à ce que le contribuable puisse avoir accès facilement à un recours hiérarchique pour pouvoir contester les impositions émises ou envisagées ou être émises par l'inspecteur. Et si jamais le contribuable est en désaccord avec l'administration parce qu'il s'agit d'un problème d'interprétation de la loi, il faut que le contribuable puisse saisir le juge de l'impôt. Mais là-dessus aussi, je vous signale que le directeur général des impôts nous a fait une annonce très intéressante. C'était de dire que avant l'émission de l'AMR, l'AMR, c'est l'acte administratif que le contribuable éventuellement accepte ou conteste. En fait, c'est la facture. Donc, avant qu'elle ne soit émise, qu'il y aurait la mise en place
disons, d'un organisme intermédiaire, lorsqu'un contribuable sent, dans le cadre d'une procédure de contrôle, que c'est en train de mal tourner, qu'il puisse saisir la hiérarchie, les problèmes soulevés, probablement source de futures contestations, vont être examinés par cet organe avant l'émission de l'AMR. Je pense que c'est une évolution, et qu'à cela ne tienne, il reste anormal, et nous l'avons tous décrié, hein, que ce soit à la Chambre de commerce des États-Unis, on a fait des propositions là-dessus, le JICAM aussi, je veux dire, toute la communauté des affaires est d'accord, payer 15% au niveau du ministre pour contester, c'est trop. Payer 35% complémentaire lorsqu'on est en désaccord avec la position du ministre et qu'on veut saisir le juge de l'impôt, c'est trop. Oui. Et surtout, c'est trop pour les PME, insistons. Les grandes entreprises multinationales, parfois, peuvent avoir les moyens de payer et se dire que même si ça dure 10 ans, la procédure, eh bien, on finira par avoir gain de cause. Mais la PME camerounaise, elle n'a pas cette possibilité. Et qu'est-ce qui se passe quand elle n'a pas la possibilité? Eh bien, elle est contrainte, entre guillemets, eh bien, d'évoluer vers des solutions que personne ne souhaite. Alors, on va sortir de ce débat. Monsieur Côté, quelles sont les leçons, finalement, que le JICAM tire de cette rencontre avec la Direction Générale des Impôts? Je vais vous taquiner un peu, même si on a constaté que ça a permis de mettre fin à la grosse bouderie entre le JICAM et la DGI. Bon, évidemment, nous sommes, on va dire, rentrés dans une phase de détente dans nos relations avec quelles sont les leçons qu'on tire? Mais quoi qu'il en soit, il faut dire que le dialogue n'a jamais été rompu. Le JICAM a toujours été consulté à l'orée de l'élaboration des lois de finances. Avec l'avènement de la crise sanitaire, cela s'est fait de manière moins, on va dire, moins visible, parce que nous avions des rencontres par visioconférence où nous discutions des propositions de part et d'autre, et parfois ça s'est passé également au siège de l'administration fiscale à Yaoundé. C'est pour dire que nous espérons qu'avec la main tendue et qui a été totalement reçue, du DGI qui a été totalement reçu par le JICAM, nous espérons effectivement amorcer cette pente, une pente où on va aller effectivement vers le solutionnement des problèmes de fond du système fiscal. Monsieur Tchenta a parlé tantôt de la question des consignations, effectivement. C'est une donnée que nous avons sur la table, parce qu'en plus, elle est adossée à une autre qui est l'attestation de non-redevance. Parce qu'en fait, une fois que vous êtes en contention avec l'administration fiscale et que vous ne reconnaissez pas les versements qui sont mis à votre charge, vous n'avez plus accès à votre ANR. Et sans ANR, vous n'avez plus accès au marché public, vous ne pouvez plus payer des factures à l'exportation et même à l'importation, même sur le marché. Vous ne pouvez même plus d'ailleurs vous faire payer par vos clients, pour certains de vos clients, qui est un document qui est exigé pour ne pas vous mettre des taux d'imposition abusifs. Donc c'est pour dire, nous avons donc bon espoir que à la fois, on va dire, les propositions sectorielles qui ont été portées par les organisations, les organisations sectorielles qui sont membres du JICAM, par exemple les questions des organisations, des associations des banques, des assurances qui ont des problèmes spécifiques. Vous avez également une fiscalité au secteur pétrolier qui pose un certain nombre de préoccupations. Nous espérons donc qu'en plus donc, de la prise en compte des propositions spécifiques aux filières, la téléphonie aussi avec la nouvelle taxe sur transfert d'argent, parce que les 200 milliards de surplus que vous avez également relèvent de toutes ces niches-là qui ont été trouvées par la Direction Générale des Impôts. Donc nous espérons donc en plus donc, de la prise en compte. Même si cette taxe n'a pas été acceptée par le grand public, notamment les tout petits contribuables. Je ne vous fais pas dire, j'en fais partie au cas où vous ne l'aurez peut-être pas remarqué. Mais quoi qu'il en soit, bon, donc en plus donc, de ces questions purement sectorielles, il y a donc les grandes questions fondamentales que nous avons évoquées ici, la question de la base d'imposition de l'impôt sur le revenu, la question des consignations, et puis les questions liées à l'administration de l'impôt, où nous espérons véritablement avoir le déclenchement enfin d'un processus de solutionnement de ces grandes difficultés-là. Je dois également dire, vous l'avez dit, il n'y a pas que l'impôt n'est pas en fait, on est tous d'accord que l'impôt n'est pas l'alpha et l'oméga des solutions, des problèmes des préoccupations des entreprises. Nous espérons également que cette loi de finances donne l'OLA, notamment de la prise en compte de la fragilité des entreprises aujourd'hui face aux différentes crises
qui se sont succédés et auxquelles elle a dû faire face. Vous avez la crise sécuritaire qui n'est pas encore terminée. Oui. Vous avez également la crise des devises, on n'en est pas encore sorti. Et puis maintenant la crise inflationniste, sans compter que la crise sanitaire elle-même, ces dégâts n'ont pas fini d'être observés. Donc vous avez toutes ces préoccupations-là et nous avons bon espoir dans les échanges que nous avons avec le gouvernement que la loi de finances 2023 soit différente des précédentes et que enfin nous y percevons le signe de la part de l'État d'aller vers un système, un environnement des affaires qui soit plus favorable au développement de l'initiative privée. Merci en tout cas, Monsieur Coeté, d'avoir été avec nous ce dimanche. J'espère que les téléspectateurs ont également pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais juste dire un mot de fin. C'est en fait dire que le débat qu'on a ici au Cameroun, c'est un débat qu'on a quasiment partout. Dans les démocraties, j'entends. Parce que, en fait, vous avez affaire à trois systèmes. Il y a le système ultralibéral qui voudrait que le secteur privé produise les biens et services et que le secteur privé aussi redistribue les revenus issus de la production. Et que ce soit dans le processus de production qu'il y a une sorte de ruissellement de revenus qui permettra aux citoyens lambda de pouvoir s'abreuver. En d'autres termes, disons, on doit attendre dans ce ruissellement, dans le processus de production. Vous avez l'autre extrême. Bon, ça, c'est le système américain, hein, notamment quand vous avez les républicains au pouvoir. Vous avez l'autre système, l'autre extrême, où en fait, c'est l'État qui fait tout. L'État produit, l'État redistribue. C'est un peu le modèle chinois, mais qui aussi est arrimé à un système politique. Remarquez, les deux sont toujours liés. Et vous avez ce troisième système où il est reconnu au secteur privé l'exclusivité de la production des biens et services, l'État devant réguler, mais pensionner une partie des bénéfices et assurer la redistribution. C'est ce système que nous avons au Cameroun, c'est un système plus proche du système français dont nous avons hérité. Donc il s'agit simplement de pouvoir se mettre ensemble et dire, bon voilà, quelle est la capacité de pension qui permet à ce que le contribuable paye l'impôt suivant sa capacité contributive réelle. Donc, le débat en soi est tout à fait normal de mon point de vue. Oui. Ce débat, s'il n'existait pas, je ne sais pas, soit on serait dans l'un des extrêmes, tout simplement. Donc, il est tout à fait normal. Il s'agit simplement pour les parties prenantes de tout faire pour qu'en toutes circonstances, elles puissent s'asseoir, échanger en toute honnêteté, en toute sincérité, en toute bonne foi, pour faire évoluer le système. Voilà, je voulais, parce que je pense qu'il est très très important que nous retenions tout cela. Merci en tout cas, M. Tienté, d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci également à vous. Alors, on a un téléspectateur, M. Coeté, qui demande comment rentrer en possession du livre blanc du JICAM. Très simple, il y a un téléchargement sur le site internet du JICAM. Je pense la voie la plus simple. D'accord. Gratuit? Gratuitement. La vraie gratuité cette fois-ci. Merci. Pas les mégas que vous avez dépensés. Merci en tout cas d'avoir été là. On va changer de panel. On va prendre les deuxièmes invités. Merci M. Coeté. Merci à vous également M. Tienté. M. Benoît Assala, vous restez avec nous. Donc on prend tout d'abord ce reportage qui revient sur l'audience des 39 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Yaoundé. Route barrée, des barrières de sécurité installées autour du palais de justice. Aucun véhicule ni usager ne peut entrer ou ressortir. Interdit de prendre la moindre image. À l'arrivée des prévenus, quelques militants ont tenté un passage en force. Une violente altercation s'est déclenchée avec les forces de l'ordre. Plus de peur que de mal, l'audience s'est finalement ouverte vers 10 h. 60 minutes plus tard, elle a été renvoyée au 20 octobre prochain pour cause. Il y avait une distorsion des dates. Par exemple, il y a des actes qui sont supposés être notifiés le 4 et au cabinet de Maître Méli. Et il se trouve que les mémoires que j'ai déposées après cette notification datent du 21 janvier. Ça, c'est l'un des cas. Et d'autres cas, on estime que j'ai déposé un autre mémoire le 6 mars qui tombe un dimanche. Je ne sais pas si le tribunal militaire de Yaoundé fonctionne les dimanches. Et c'est toutes ces distorsions qui ont fait que la défense sollicite le report de cause pour vérifier le dossier de la Cour qui est apparemment différent de celui des commissaires au gouvernement et de celui de la défense. Nous ne comprenons pas pourquoi les personnes qui ont été arrêtées dans ces circonstances ont fait l'objet de 5 procédures à Yaoundé et de 22 à Douala.
j'ai trouvé que c'est des gens qui affrontent leur procès dans un état d'esprit serein. Le professeur Maurice Kamto était présent en tant que l'un des avocats de la défense pour cette affaire dans laquelle lui et certains leaders politiques étaient pourtant ciblés au départ. Nous nous sommes rendus compte que le professeur Kamto, qui subissait une assignation à résidence qui a duré pendant 3 mois, alors que les enquêtes se poursuivaient et les détentions arbitraires également, qu'il faisait l'objet de la poursuite. L'acte qui déclenchait les poursuites était un acte qui date du 3 novembre, qui a été signé par le commissaire du gouvernement, actuellement en poste au tribunal militaire, et dans lequel il demandait qu'on ouvre une information judiciaire contre Kamto et contre Kawala, contre Maître Alice Kom, contre Okala Ebode, contre Cho Ayaba. Et je pense qu'il y a encore 2 autres personnes dont ils ont plutôt pris les prénoms. Donc l'instruction s'est ouverte dans ces conditions. Aucun acte n'a été notifié, et bien que nous ayons en ce moment-là déposé nos lettres de constitution, nous n'avions pas été informés de ce qu'on recherchait le professeur Maurice Kamto qui se retrouvait chez lui. Et je dois dire que lorsqu'on a clôturé cette instruction, le juge d'instruction indique qu'il n'a pas pu identifier Kamto. Donc, moi je pense qu'il s'agit d'un jeu qu'on ne peut pas comprendre, et la presse doit comprendre pourquoi nous pensions que le tribunal militaire ou les militaires n'étaient pas censés poursuivre des dossiers qui concernent l'exercice des libertés publiques. Condamné en début d'année à 7 ans de prison, Alain Fogué, Olivier Bibou-Nissak et les 37 autres accusés espèrent casser cette décision au terme de ce procès pour lequel Maurice Kamto a revêtu sa toche. Alors, nous avons avec nous pour ce deuxième sujet le docteur Marcel Simot. Elle est sociologue, par ailleurs militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour docteur, et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bon après-midi Léla, bon après-midi aux copanélistes, bon après-midi à vos milliers de téléspectateurs. C'est un plaisir, ça vous le savez, d'être sur votre plateau tous les dimanches, mais je pense que pour des problématiques très sérieuses qui intéresseraient peut-être les Camerounais et qui aideraient les Camerounais à adopter des comportements beaucoup plus citoyens que ce que nous allons débattre tout à l'heure. Merci en tout cas, docteur, d'avoir accepté notre invitation. À côté de vous, on reçoit Jeanne-Louise Dianga. Elle est la vice-présidente de l'AFP, l'Alliance des forces progressistes. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci, bonjour Léla. Bonjour, le décor est planté. Hein. J'ai l'impression que les débats seront houleux. C'est tout le mal que je nous souhaite, hein. Houleux, mais toujours respectueux. Voilà. Comme d'habitude sur votre plateau, merci. Bonjour à tous vos millions de téléspectateurs, surtout ceux qui sont du côté de Le Bangé, par Koto, hein, dans le quartier là-bas, qui vous regardent tous les dimanches. Merci en tout cas. Et puis, bien sûr, aux militants de l'Alliance des forces progressistes, avec le président national, M. Cyril Sambaka. Merci. Face à vous, Guy-Laurent Coam, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonjour, Monsieur Coam, et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour, Léla. Je dois d'abord dire bonjour aux panélistes avec lesquels on va échanger sur ce thème hautement important, puisqu'on parlera certainement de liberté, et que dans un pays, tant qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de développement. Je voudrais également dire bonjour aux millions de téléspectateurs de STV et de cette émission, ce programme spécial. Et comme vous le savez, c'est une tradition, en disant bonjour aux nombreux militants du MRC. Je voudrais spécialement dire bonjour aux prisonniers politiques qui sont encore dans les geôles de la dictature criminelle et reptilienne du RDPC. Merci en tout cas d'être avec nous. Benoît Assala, il est resté avec nous. Bonjour encore une fois, Monsieur Assala. Bonjour. Alors, docteur Simot, direz-vous, on entre de plein pied une fois encore, direz-vous que cette militarisation, on a vu le reportage d'Olivier Bouzike, est-ce que vous direz que cette militarisation de la rue pour cette audience était nécessaire? Non, je ne veux pas entrer dans la nécessité ou la non-nécessité des actions, mais je reviens sur un fait qui m'a, je ne veux pas dire choqué, mais qui m'a surpris tout de même. Et je me suis rendu compte que toutes les unes des journaux étaient Maurice Kamto à la défense, Maurice Kamto au parquet, Maurice Kamto au tribunal. Et je me suis posé la question, attendez, pourquoi autant de lumière sur cet homme devrait être où en fait? C'est un peu comme si on disait docteur Simot à l'amphi Georges Gango.
Et puis quoi? Mais en fait, c'est là où elle devrait se retrouver. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, maintenant, si on dit docteur Simon à l'hôpital La Quintini, oui, ça devrait susciter des interrogations. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Donc, je veux dire, quelqu'un est avocat. D'ailleurs, on m'a parlé d'avocat au barreau de Paris. Ça veut dire qu'un avocat d'une... C'est pas pour autant que les nôtres ne le sont pas, ceux au barreau du Cameroun. Mais avocat au barreau de Paris, ça suppose que c'est un avocat chevronné, quelqu'un qui connaît... D'ailleurs, d'aucuns l'appellent le pape du droit, me dit-on très souvent. Alors du coup, je crois que la place idéale de ce pape du droit, c'est où il s'est trouvé là. Mais maintenant, s'il faille entrer dans pourquoi il se retrouve là-bas, c'est ça qui devient intéressant. Et j'entends des gens vous dire à l'entame parler de liberté. Non, il ne faudrait pas qu'on crée un amalgame dans ce concept de liberté. Et chaque fois, on se plaît à mettre en avant un certain libertinage, mais qu'on veut développer et faire croire aux citoyens qu'il s'agit des libertés. Non. On parle de liberté individuelle, on parle de liberté des citoyens, et je crois que c'est un droit absolu pour tout citoyen. Mais toute structure, tout pays, tout État ne peut garder cette liberté que dans le respect des institutions. On ne peut pas ne pas respecter les institutions et prétendre être libre. Vraiment, il y a confusion, il y a amalgame dans ce niveau. On ne peut pas parler de quelqu'un qui refuse d'obéir aux institutions, qui refuse d'obéir aux autorités, qui refuse d'obéir aux normes de son pays. Et après, lorsqu'il est sanctionné, qu'on vienne vous dire, non, c'est une absence. On nous a empêché de jouir de notre liberté. Aujourd'hui, on se retrouve à 2 ans, pour certains 4 ans. Et chaque jour, on me dit, non, on a simplement expliqué notre droit citoyen. Quand on arrête, je crois que c'est 2 ans, c'est suffisant pour reconnaître qu'on a fauté. Et comme disait quelqu'un, une faute avouée et à moitié pardonnée. Madame Jean-Louise Ndiaga, sur la même question que le docteur Simon, question à laquelle le docteur Simon n'a pas voulu répondre, est-ce que vous direz que la militarisation de la rue était nécessaire? À votre avis, y avait-il un risque de trouble à l'ordre public? Écoutez, a priori non. A priori. On ne peut pas spéculer sur cet état de fait. Maintenant, on peut dire que, a posteriori, peut-être que les autorités ont des éléments que nous n'avons pas. Donc on ne peut pas affirmer de manière péremptoire que la militarisation n'était pas justifiée ou pas. Il faut rentrer dans les méandres de l'armée, dans les méandres des renseignements généraux qui ont certainement d'autres éléments que nous, citoyens lambda, nous n'avons pas. Voilà, déjà c'est ça, donc on ne peut pas spéculer. Ce qui est certain, c'est que la liberté fondamentale du citoyen, c'est d'abord de manifester son mécontentement. C'est d'occuper la rue, c'est le 6e pouvoir, le peuple. Le peuple, c'est le 6e pouvoir, et il se matérialise dans la rue et sur les places publiques. Maintenant, il y a un problème de méthode. Comment occuper les espaces? Comment manifester? Il faut des autorisations. Il faut effectivement que... Les déclarations ou autorisations? Il faut ce qu'il faut. Il faut, en fait, on va aller dans la rue, voilà, et se rassembler de manière anarchique. Puisque si la sécurité ou l'intégrité d'un territoire, effectivement, est remise en cause, on peut effectivement justifier un encadrement. Voilà. Plutôt qu'une militarisation, on n'est pas en période de guerre. Dans ce cas-là, il n'y a pas de guerre. C'est juste qu'il faut encadrer. On a vu des manifestations ailleurs, Madame Léla. On a vu dans d'autres pays. La police n'est pas là pour la répression systématique. Elle est aussi pour encadrer et éviter qu'il y ait des échauffourées par rapport à une manifestation. Donc il faut effectivement des autorisations tout à fait légales auprès de qui de droit. Maintenant, que M. Maurice Kamto soit évidemment soit allé au parquet, c'est normal. Il a porté la robe, c'est symbolique aussi. C'est un acte de solidarité, Leïla. Je veux dire que peut-être que je reviendra là-dessus. D'accord. Alors, monsieur Benoît Assala, le docteur Simon le disait tout à l'heure, bon nombre de journaux avaient cette information-là en grande une. Maurice Kamto qui se constitue dans la défense. Comment est-ce que vous analysez la décision de Maurice Kamto de se constituer dans cette affaire? Je précise quand même que la décision a été prise en avril. Sa décision. Vous voulez parler de Maurice Kamto, le président du petit parti? Bon, moi, je pense que Maurice Kamto est dans son rôle. Je voudrais rappeler qu'il y a quelques mois, on l'accusait
d'aller en villégiature en diaspora. Je viens de la diaspora. D'aller en villégiature assister au concert de Valsero et de délaisser... D'ailleurs, vous étiez à ce concert, vous? Oui, j'y étais. Valsero, c'est un artiste aimé par tous les Camerounais de tous bords, donc j'y étais pour la musique. Vous étiez également au concert de Lady Pons, c'est une parenthèse. Hein. Non, je n'ai pas pu parce que j'étais déjà ici. Donc, mais je serais allé volontiers. Je veux juste dire que Maurice Kamto est dans son rôle. Je pense qu'il répond d'abord à ses militants, je pense pour les rassurer, pour leur dire qu'il est présent avec eux. Je suis dans l'analyse froide, pour leur dire qu'il est avec eux dans ce combat-là. Et ensuite, à ses détracteurs, le camp d'en face, pour dire que, écoutez, le moment est venu de défendre les miens et j'espère que vous allez me permettre de le faire. Maintenant, derrière cette posture de Maurice Kamto aujourd'hui, il ne faut pas mettre de côté le fait que c'est un homme politique. Et donc forcément, au long de ce procès-là, il sera question aussi de politique. Et je pense qu'en fin politicien, il saura comment injecter des ingrédients de politique. Je pense qu'il montrera d'abord, il s'attellera à montrer d'abord que ce procès est un procès politique. Et donc en le ramenant sur le terrain politique, il aura des leviers à actionner et finalement il va essayer de requérir l'arbitrage du tribunal militaire pour trancher finalement entre une bagarre entre deux partis politiques. Le tribunal militaire aura à trancher sur cette bagarre-là, parce que cette bagarre, elle date depuis 2018 et elle continue. Et on a l'impression aujourd'hui que le parti qui est au pouvoir est en train, en tout cas c'est ce que le MRC pense, que le parti au pouvoir est en train d'utiliser et l'administration, la préfectorale et l'administration judiciaire pour gagner cette bataille-là. En tout cas, on reviendra tout à l'heure sur le symbole politique de cette défense de Maurice Kamto. Guy Laurent Coam, si j'ai bonne mémoire, vous êtes vous-même un ancien détenu dans le cadre des activités du MRC? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça représente pour les personnes incarcérées? Parce que vous avez été à leur place. Qu'est-ce que ça représente pour ces personnes incarcérées, ces militants du MRC incarcérés, le fait que Maurice Kamto, le président national de votre parti, se soit associé à cette défense? Pour ceux qui sont certainement en prison, c'est un grand geste que le président élu Maurice Kamto fait quand il vient au tribunal assister à ce procès. Mais je n'ai pas l'impression que c'est symbolique, surtout pour les militants, les prisonniers politiques actuels du MRC. Ce n'est pas le plus important pour nous. Simplement, si les journaux ont énormément titré sur le fait que Maurice Kamto rejoigne le collectif des avocats au tribunal, de la défense des détenus politiques, c'est certainement parce que l'homme Maurice Kamto est un homme fortement apprécié par les Camerounais et que les Camerounais aiment bien écouter et entendre. Vous avez vu, quand vous vous souvenez, après les élections présidentielles 2018, les contestations ont commencé évidemment par le Conseil constitutionnel et que le MRC, par la voix de ses avocats, comme on les appelle souvent, l'avocatier, des avocats beurre, a permis aux Camerounais de s'éveiller et de comprendre les enjeux de ce que c'est qu'une élection présidentielle. J'ai pris dernièrement un taxi dans la ville de Douala où le chauffeur taxi m'a reconnu, m'a dit vraiment je voudrais vous dire merci et dire merci à Maurice Kamto parce qu'avant le RDPC nous avait mis dans le noir et aujourd'hui avec ce que le MRC fait on arrive à comprendre véritablement la société politique camerounaise. Donc chaque fois que Maurice Kamto va prendre la parole quelque part, c'est toujours un moment important. Parce que ce régime a tellement muselé le grand enseignant de droit qu'il l'est. Elle n'a pas eu tort, Madame Simon, de parler du pape du droit. Elle n'a pas eu tort. Et chaque fois que Maurice Kamto veut prendre la parole, c'est toujours pour apporter un peu de lumière dans cet océan d'obscurité que le RDPC installe
installe dans ce pays. Écoutez ce qu'on nous a dit tout à l'heure. On nous a dit que les libertés doivent respecter les institutions. Je voudrais rappeler qu'il y a une grande maxime de tous les politiques du monde. D'ailleurs, pour M. Assala, qui vient de l'autre côté et qui a la chance, non pas seulement de passer à l'étranger, mais d'y vivre, il me semble. Et il vit dans des conditions, dans des pays libres, où les gens ont combattu, les gens sont battus pour que l'environnement soit un environnement humain. Et quand on nous dit sur ce plateau qu'il faut faire tout, on doit tout faire, mais en respectant les institutions, j'ai envie de me demander, est-ce qu'on peut respecter des institutions qui sont injustes? Et vous connaissez toute cette maxime qui dit que quand l'injustice devient loi, la résistance devient un devoir. Tous les grands hommes, tous les leaders du monde qui ont permis que ce monde soit un peu plus humain, un peu plus juste aujourd'hui, se sont battus souvent contre la loi, quand cette loi était injuste. Je voudrais rappeler que nous venons de loin. Pour arriver dans les années 90, on a vécu un régime extrêmement liberticide dans ce pays, où on avait la loi sur la subversion. Il me semble que, si les jeunes ne le savent pas, avant les années 90, il était pratiquement impossible de manifester de manière libre au Cameroun. Nous avons eu les lois de 90 qui ont aboli les lois sur la subvention. Mais dans les années 2000, on nous a, de manière insidieuse, ramené 30 ans en arrière avec la loi antiterroriste. Mais la loi antiterroriste n'est pas venue seulement pour les terroristes, Madame Djanga. Parce que vous avez fait ce lapsus révélateur en parlant d'autorisation, alors que les lois au Cameroun parlent de déclaration. Et que cette loi antiterroriste mélange à la fois les terroristes et les acteurs politiques classiques. Aujourd'hui, puisque le RDPC utilise la machine judiciaire, il suffit simplement que les gars ne soient pas contents pour prendre les hommes politiques n'importe comment et les mettre en prison, comme on est en train de le faire avec les prisonniers politiques du MRCOJ. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Et est-ce qu'on peut nous expliquer en quoi demander les comptes, en quoi demander la redevabilité? Faire de la redevabilité peut être un acte terroriste. Ces gars ont simplement demandé qu'on nous donne des comptes sur la gestion des 3 000 milliards environ qui ont servi à la CAN. En quoi c'est terroriste? Ces gars ont demandé qu'on fasse les comptes sur la gestion des fonds qui ont été alloués dans le cadre de la lutte sur les 180 milliards sur le Covid. En quoi c'est terroriste? Ces gars demandent simplement qu'il y ait un code électoral consensuel électoral consensuel au Cameroun. En quoi c'est terroriste? Enfin, et c'est le plus important, ces gars demandent qu'on arrête, qu'on fasse un stop sur la guerre du nord-ouest et du sud-ouest et qu'on passe à un dialogue national inclusif. En quoi c'est terroriste? Mais quand vous allez voir des gens qui empêchent que les Camerounais puissent librement s'exprimer, ils vous diront que ces Camerounais ont enfreint aux lois. Mais quelle loi? Quand ces lois deviennent injustes, on doit tous se lever. Et il me semble que l'ensemble de la classe politique camerounaise s'est levée en 2000, dans les années 2000, pour dire cette loi-là est liberticide, on ne devrait pas aller vers une loi antiterroriste pareille. Mais le RDPC, comme toujours, ils ont 2014, oui. Voilà. Alors, docteur Simo, j'aimerais avec vous qu'on revienne, qu'on analyse la situation de Maurice Kamto à la Défense sur le plan médiatique. Vous en parliez d'ailleurs. On a vu que bon nombre de journaux internationaux également ont traité de cette actualité, notamment RFI, DW. Cette stratégie de défense, est-ce qu'elle peut être payante pour vous? Et là, je vais revenir sur un élément important et vous allez croire que je n'ai pas répondu à votre question. Réagir 2 ans après, il y a problème. Ça, j'insiste là-dessus. S'il faille réagir 2 ans après, il y a problème. J'ai bien envie de poser, de demander, il était où avant? Je vous ai dit à l'entame que c'est sa place. En fait, il est où il devrait être. C'est ce qu'il a appris à faire, alors c'est normal. Vous avez parlé du pape, oui, c'est le pape qui l'a démontré, je ne sais pas quoi démontrer, oui, parce que c'est son espace. Mais maintenant, l'élément sur lequel je voudrais qu'on insiste, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que les militants se retrouvent. Parce que si chaque fois, un enfant se dit, bon, mon père il est magistrat, alors ça veut dire que je peux voler à volonté parce que papa a les moyens de me retirer. Et en fait, c'est à ça que les militants du MRC sont en train de jouer. Nous avons notre président du parti qui est pape du droit, qui est pape de
quelqu'un l'a dit sur ce plateau, il éveille les sensibilités dormantes. Mais je n'ai pas envie de rappeler à, ces personnes qu'il a été enseigné par des gens qui sont là. Non, je veux dire, docteur, revenir de façon inlassable sur ce qui s'est passé pour qu'ils soient incarcérés. Est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement de faire la même chose que vous reprochez au MRC, d'être resté sur l'élection de 2018? Je veux dire, avançons dans le débat. Aujourd'hui, Maurice Kamto s'est constitué à la défense de ses prisonniers. On a la presse aussi bien nationale qu'internationale qui a traité de cette information. La question que je pose, est-ce que cette stratégie peut porter des fruits selon vous? Oui, mais naturellement. Je voulais souligner cet élément. Parce que désormais, on a la médiatisation internationale de ce projet. Non, c'est parce qu'il y a médiatisation que ça portera des fruits. C'est la question que je pose notamment. J'ai commencé par dire ici, moi on me l'a appris, une faute avouée et à moitié pardonnée. J'ai pas envie de revenir. Nous sommes des politiciens. C'est pas pour rien que vous avez fait un premier débat avec des experts et un second avec des hommes politiques. J'ai pas envie de dire ici qu'à chaque fois que Maurice Kamto a fait une sortie, vous vous êtes rendu compte et vous êtes témoin d'ailleurs de ces, parce que vous avez toutes les vidéos, vous avez vu ses propos qui tentaient toujours à défier les institutions. Et chaque fois que ces propos entraient dans le défi des institutions, ça créait comme un impact, comme un défi. Vous savez, le Cameroun a plus de 200 partis politiques. Et à un moment, je commence à me fatiguer que chaque fois on nous parle du MRC comme c'était le parti d'opposition le plus spécial. Nous avons l'AFP sur ce plateau. On aurait pu avoir le SDF, on aurait pu avoir l'UNDP, on aurait pu avoir... Mais on a un parti politique qui à chaque fois vous donne une démonstration comme s'il était le parti politique des génies. Mais arrêtez, on vit sur une planète, et du moins au Cameroun, avec ses règles et ses principes. Maintenant, à chaque fois, on va vous dire, non, regardez comment ça se passe en Europe. Non, vraiment, le Cameroun est à 50 ans de démocratie. Et je leur dis souvent, arrêtez-vous un instant. Quelqu'un va vous dire des jeux, ils ont découvert, ils ont montré aux yeux du monde le jeu électoral. Mais le Cameroun avant 2018 était à combien d'élections? Vraiment que le MRC arrête un peu de rêver, de croire que c'est lui qui est venu éclairer les Camerounais pour démontrer que les autres partis d'opposition ne servent à rien. Et à chaque fois, on essaie de survivre sur cette vague-là. Et il termine en nous disant qu'on a des institutions injustes. Je dis, voilà le comble. Mais je vais vous rappeler que tous les samedis, les militants du MRC se marient devant les institutions injustes. Tous les jours, d'ailleurs, à Bafoussam, il y avait lors de leur renouvellement de seconde de base, il y a eu des éclats et on a eu recours à un sous-préfet injuste. Donc, à un moment, arrêtons un peu et disons, on est dans un pays qui a des règles et des principes et nous sommes un parti politique autorisé par ce pays, et voilà les règles dans lesquelles nous devons fonctionner. D'accord. Madame Dianga, vous parlez justement du symbole derrière cet acte de Maurice Kamto, et j'aimerais insister justement sur la médiatisation désormais internationale de ce procès. Quel impact ça peut avoir sur son déroulé? Écoutez, comme je disais, effectivement, de porter la robe pour cette occasion-là, c'est très symbolique. Mais en même temps, est-ce que nous pouvons être surpris parce qu'il était là, il était présent? Non. C'est son rôle, dans son rôle, c'est un leader politique. Il n'allait pas rester à la maison, les pieds en éventail, en regardant ses compagnons de lutte se battre tout seul. Donc c'était normal qu'il vienne... C'était normal. Maintenant, j'interroge l'impact que ça pourrait avoir. Je vais venir à cela. Donc, il y a plusieurs impacts. Il peut avoir un impact psychologique par rapport aux militants, déjà. Il est là, il ne les abandonne pas, il les soutient, on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est aussi un acte de patriotisme qu'il accomplit. Et puis, effectivement, en tant que leader, il joue son rôle. Donc, ça a un impact psychologique sur ses militants et bien entendu sur l'ensemble des Camerounais également qui suivent cette histoire de très près. Hein. Et maintenant, l'impact que ça peut avoir par rapport à ceux qui nous dirigent. Écoutez, bien malin sera celui qui nous dira l'issue de cette histoire. La question fondamentale est de savoir, vont-ils être libérés? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. À quelle sauce vont-ils être mangés? Est-ce qu'on va les relâcher? Et il faut à un moment donné qu'on ait la réponse. Mais seuls nos dirigeants ont cette réponse-là. Bien malin. Écoutez, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, on a l'impression que ça ne fait qu'une même personne. Ce n'est qu'une impression, Louise. Je vous le rassure, ce n'est qu'une impression. Écoute Marcel, hein, comme tu m'appelles Louise, je t'appelle Marcel. Voilà. Hein, voilà. Effectivement, donc on ne peut pas, on ne maîtrise pas ces pouvoirs-là. Aujourd'hui, on est d'accord, hein, même si
nous, à l'AFP, nous sommes modérés, nous disons quand même qu'une impression est très importante parce que les Camerounais ont l'impression que la justice est sclérosée et qu'elle dépend du pouvoir exécutif. Ne le nions pas, c'est un fait. Maintenant, qu'on nous prouve le contraire, nous, à l'AFP, nous disons qu'il faut absolument que nous réconcilions les Camerounais entre eux. Parce que vous savez que cette histoire-là va nous diviser. Voilà, ça continue. Elle va diviser les Camerounais sous le prisme toujours des partis politiques, sous le prisme des méthodes à utiliser pour justement arriver à notre objectif final qui est évidemment la conquête du pouvoir marseillais. Élément important. Je suis d'accord avec vous. Alors, Monsieur Guy-Laurent, Monsieur Besnois, Assala parlait tout à l'heure des enjeux politiques derrière cette décision de Maurice Kamto. Pensez-vous que ça puisse servir finalement, que le droit se mélange à la politique, que ça puisse être en faveur de vos militants incarcérés? Bien, je vais d'abord, premièrement, répondre à une question. Maurice Kamto était où? Je voudrais rappeler que à la première instance de ce procès a commencé devant le tribunal militaire. Oui. Il faudrait que les Camerounais le sachent. Et on va dire que c'est pratiquement une juridiction d'exception pour des civils. Nous avons déjà assez démontré que les marcheurs pacifiques n'ont pas à être jugés devant un tribunal militaire. C'est la raison pour laquelle les avocats du collectif ont déposé les robes, en disant ça ne servait à rien, puisque aucune procédure n'est respectée et que les Camerounais ne peuvent même pas être témoins de ce qui se passe. En réalité, les gens sont sacrifiés simplement. Madame Djanga parlait de la sauce. Elle disait, ils seront mangés à quelle sauce? Vous imaginez? Le langage est symptomatique de ce que l'environnement politique au Cameroun devient. On ne sait pas, dès qu'on a parlé ici, si on sort, à quelle sauce on va être mangé. On est dans un régime totalitaire, où les Camerounais ne peuvent pas savoir. La loi dit que si je marche, si je fais une manifestation non déclarée, le maximum de la peine, c'est 6 mois. Mais un juge peut quand même rester et vous dire 7 ans. Donc, vous êtes dans un pays où la loi, où les autorités, à un moment donné, l'institution qui est censée faire respecter la loi, ne respecte pas elle-même la loi. Je voudrais aussi rappeler à l'intelligence de Madame Simon que même à la Révolution française, il y avait des autorités. Et ce n'est pas parce que la Révolution s'est faite que les gens ne respectaient pas la loi qui était là. Nous, au MRC, quand on veut faire des manifestations, malgré qu'on reconnaît que le pouvoir judiciaire est inféodé au pouvoir exécutif, nous déclarons toutes nos manifestations. Nous demandons aux responsables du MRC dans les 360 communes, quand il y a une manifestation, de déclarer sur l'autorité compétente. Pourquoi? Parce que nous voulons toujours avoir la loi avec nous. Nous ne violons pas la loi. Et nous reconnaissons que nous avons organisé des manifestations pacifiques et que même s'il n'y a pas eu le récépissé de déclaration, la loi devrait être appliquée. Nous ne demandons que l'application de la loi. Et l'application de la loi, c'est de dire que s'il y a des marcheurs qui n'ont pas respecté, qui n'ont pas eu de récépissé de déclaration, alors que même, normalement, ce récépissé de déclaration doit être donné immédiatement quand vous faites votre déclaration de marche. Donc, les autorités qui nous dirigent, elles-mêmes ne respectent pas cette loi. Quand vous déposez une autorisation de manifestation, ben écoutez, on vous trouve tous les prétextes du monde pour que vous ne puissiez pas exprimer votre opinion, qui également est un droit fondamental. Parce que ces gars, ils ont manifesté pour exprimer une opinion. Non pas pour casser. Je l'ai toujours dit. Nous avons fait, moi particulièrement, la première vague, on a fait pratiquement 10 mois. J'ai fait 3 prisons d'ailleurs dans ce cas-là, au CED, à Konengi, à la prison de... Ah, vous avez été au CED, vous avez été à Konengi? Oui, pendant les 10 mois. Et que nous avons demandé au procureur quel élément matériel il a. Est-ce que vous avez vu un seul Camerounais, une seule maman venir dire « Ces gars en manifestant ont renversé mes beignets, ont renversé mes arachides ». On appelle ça que dans un procès, c'est la partie civile. Vous avez vu une seule personne venir dire que j'ai subi des griefs parce que ces gars marchaient? Non. Au contraire, tous les jours, les Camerounais demandent de libérer ces combattants de la liberté. Parce que ceux qui doivent être en prison, on connaît ceux qui sont en prison. C'est ceux qui empêchent que nous ayons des écoles d'éducation pour nos enfants. C'est ceux qui empêchent qu'on puisse avoir de l'eau à boire. Ce sont nos combats. C'est des combats pour ces droits fondamentaux, de l'eau, de la lumière, de l'électricité, de l'éducation pour nos citoyens. Ceux-là, ils se baladent, ils nous narquent en volant notre argent. Mais les Camerounais qui devraient être médaillés
ce sont ceux qui sont en prison. C'est à eux qu'on doit donner des médailles. Pas aux camarades de Mme Simon, qui sont des voleurs reconnus par le système lui-même. Et donc, on devrait être content d'avoir des Camerounais qui assurent la veille, qui peuvent vous dire l'argent de la canne là, on ne retrouve pas cet argent. Monsieur le juge, monsieur le procureur, saisissez-vous de cette affaire. On doit encourager les Camerounais à avoir une veille patriotique et citoyenne. Et les militants du MRC sont les vrais citoyens de ce pays. Parce qu'ils suivent désormais de manière très méthodique et très éveillée les affaires de la République. Donc, monsieur Maurice Kamto, j'arrive finalement à votre question. Oui. Monsieur Maurice Kamto est au tribunal aujourd'hui avec les avocats du collectif parce qu'on est désormais devant les juridictions civiles. Et qu'on espère que les juges civils vont être un peu plus sérieux et appliquer rien que la loi. Ce que nous demandons, Madame Simon, c'est pas d'avouer une faute, on n'a pas fauté. Nous assumons la responsabilité de nos actes politiques. Vous n'avez rien à espérer des institutions injustes, je vous rappelle simplement. Nous espérons que ces institutions deviennent justes. Ah, subitement. Mais oui, on le fait depuis longtemps, madame. Si on est juste quand ça vous arrange et injuste quand ça vous arrange. Quand ils respectent la loi. Et quand on ne respecte pas la loi, parce que sachez une chose, madame, le patron de M. Paul Biya, c'est le peuple camerounais. Et ça, il le sait. Il ne le sait pas. D'ailleurs, c'est le peuple qui le met où il est là. Pas. Non, il est là. Il le sait. Ah, mais voilà. Je vous rappelle que l'élection, en 2018, on vous a battu à plate couture. Et c'est ce peuple-là qui l'a hissé à ce niveau. Allez-y. Allez-y, Guy Laurent. Vous pouvez me laisser terminer par... Allez-y, sentez-vous à l'aise. Vous ne modérez pas. C'est elle qui me demande d'y aller ou pas. Oh là là. Je vous en prie, allez-y, Guy Laurent. Alors, elle me donne la parole et vous me laissez parler par amour. Je sais que vous n'avez pas d'amour dans votre parti politique. Donc, je disais que ceux qui respectent la loi, ce sont les militants du MRC. On ne demande pas le monde au juge. On demande simplement que le juge puisse appliquer la loi que nous, les Camerounais, faisons produire par l'Assemblée nationale. D'accord. Injuste ou pas. Je reviens sur la médiatisation de ce procès. Quel impact ça peut avoir, Benoît Assala? Permettez-moi d'abord de partager avec vos téléspectateurs le fait qu'il y ait vraiment de l'électricité dans l'air sur ce plateau. J'avoue, personnellement, je suis fidèle. Voilà. Justement, j'allais dire que si je n'étais pas fidèle à votre émission, je serais quelque peu surpris. Ça dénote vraiment de l'ambiance qui règne dans le pays. Et nous qui sommes en diaspora, nous souhaitons vraiment que les choses s'apaisent. Et nous appelons vraiment de nos voeux à cet apaisement-là. Pour nous aussi qui sommes à la diaspora, notamment en France, où quelqu'un qui a giflé un président fait 3 mois de prison et il sort, non pas que j'encourage la violence envers les autorités, loin de là, hein, on est tous d'accord. En France, le monsieur qui a giflé Emmanuel Macron, vous avez vu les images, c'était pas de la rigolade, il a giflé le président. Monsieur Kouam disait tout à l'heure que monsieur Macron est au service du peuple. Donc le monsieur a giflé le président, mais c'est pas pour autant qu'on l'a condamné à 7 ans de prison, qu'on l'ait torturé, qu'on l'ait enchaîné sur des lits d'hôpitaux bien qu'étant prisonnier. Je pense qu'il y a quand même disproportion dans la façon dont les choses sont gérées. Et c'est tout ce qui peut amener la diaspora à penser vraiment qu'il est temps vraiment de passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose. Hier encore, il y avait une manifestation à Paris pour réclamer la libération des prisonniers politiques, les mêmes faits. La fin de la guerre au Nozo, tout ça, c'est des thèmes qui sont réels et qui nous parviennent en diaspora. Donc maintenant, sur la médiatisation de ce procès à l'international, oui, le Cameroun vit dans un monde, dans un village planétaire. Et tout ce qui se passe au Cameroun, en temps réel, on le sait, partout dans le monde. Votre émission est suivie, l'élément que vous avez montré a été médiatisé sur Facebook, donc les gens sont au courant de ce qui se passe. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que M. Kamto aujourd'hui, je ne veux pas lui prêter des intentions, c'est pas le fait qu'il aille défendre ses partisans que le procès va subir la médiatisation va être plus
plus accentué que ça. On sait déjà quel est le problème à l'international. On sait qu'il y a un souci véritable avec la justice camerounaise, Madame Simon, n'en déplaise. Il y a vraiment un problème avec la justice camerounaise. Et nous souhaitons de nos voeux que la justice soit juste pour tout le monde. Autant pour celui qui a volé des milliards et qui, lui-même, reconnaissant son crime, a remboursé le corps du délit et qui a été libéré. Hein, une faute avouée à moitié pardonnée, je suis d'accord avec vous. Autant en face des gens qui n'ont fait que exercer leurs droits. Je sais qu'il y a un débat et on le voit là-dessus sur est-ce qu'ils ont enfreint la loi ou pas. Je pense qu'il faut avoir ce débat de manière apaisée et de se dire 7 ans c'est peut-être trop quand même pour avoir marché, n'ayant renversé aucun plateau d'arachide, n'ayant sorti aucun couteau, aucune machette, n'ayant violenté personne. Monsieur Bibou Nissak, qui a pris 7 ans, on est allé le pêcher chez lui. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche? Ses opinions. Conspiration. Voilà, d'accord. Monsieur Alain qui Foguet, est clairement identifié dans le code. Donc rien n'est au hasard. Monsieur Alain Foguet, on a tiré dans un guet-apens au domicile de monsieur Kamto et qui a été attrapé. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Nous, à la diaspora, vous allez peut-être nous expliquer, nous, à la diaspora, on ne comprend pas cette disproportion entre les actes posés et les peines qui sont infligées à ses compatriotes. Alors Jeanne-Louise, avant le docteur Simon, qu'est-ce que vous pensez du fait que ce procès soit passé du tribunal militaire pour une juridiction plus civile maintenant? C'était très surprenant qu'une affaire comme celle-là soit traitée au tribunal militaire. Hein. Donc ce n'est que logique qu'aujourd'hui, ce soit au niveau de juridiction civile. Absolument. Voilà. Pardonnez-moi, Lila. Je vais quand même rajouter quelque chose, c'est que nous devons faire attention parce que tous ces événements, tout ce qui se passe en ce moment, contribue à jeter l'opprobre sur la politique en général et à faire peur et à terroriser les Camerounais. Oui, c'est vrai. Je vous assure que, personnellement, les gens me disent, tu fais de la politique, fais attention. Est-ce que tu veux voir tes petits-enfants grandir? Parce que dans l'opinion publique, et je crois que c'est très important, surtout les femmes, elles ont peur de s'engager en politique. Parce que pour elles, quand elles voient ce qui se passe par rapport à la répression, elles se disent que, attention, la politique rime avec... Vous êtes bien là, le docteur Simon est bien là. Heureusement. Oui, mais à quel prix? Je crois que vous dormez tranquillement. Ne dites pas, l'AFP n'a pas de souci à ce que je sache. Non, je crois que c'est l'occasion pour vous de dire, voilà comment vous avez parlé à l'entame. Vous êtes un parti républicain qui respecte. Ça, c'est ce qu'il faut dire aux autres auteurs, aux acteurs politiques. C'est ce qu'il faut leur dire. Dans le monde entier, il y a toujours des personnes... Des brebis galeuses. Non, tout le monde n'était pas oumioumé. Madame, il y a eu des Rosa Parks. Voilà, tout le monde. Il y a eu des Rosa Parks qui ont lutté contre les colons, voilà. Qui ont dit je me lève pas de mon siège dans mon bus, je résiste. Bon, il y a des sacrifiés. Voilà. Si nous en sommes, tant mieux. D'accord. Tant pis. Revenons à la procédure. Est-ce à dire que le MRC le fait pour vous, c'est ça? Pour que les téléspectateurs comprennent, peut-être. Je ne veux pas interpréter cela comme ça. Donc, nous espérons simplement, nous à l'AFP, on est très modérés. On est modérés et nous disons simplement que nous savons maintenant que le pouvoir civil, que qui est une instance civile, prenne les choses en main, cela signifie qu'ils sont en train de juger des personnes civiles également. Ce n'est pas des personnes qui ont commis des crimes militaires ou de guerre. Donc c'est que logique. Et nous espérons effectivement que l'issue en sera heureuse. Maintenant, nous à l'AFP, je reviens, c'est très important à signaler, nous travaillons, nous savons pourquoi est-ce qu'il faut se réconcilier. Nous savons pourquoi est-ce que nous sommes en désaccord, malheureusement. Parce que souvent, pour mieux régner, il faut diviser. Donc,
comme vous nous dites que c'est ce que le docteur Simon a essayé de faire tout de suite. Bah, vous avez vu la stratégie. Qu'est-ce que j'ai fait? Allons-y. Je crois qu'après, c'est moi. Elle a voulu diviser le MRC et l'AFP. Non, nous sommes tous des Camerounais. Justement, mais lorsqu'il vous donne... Nous sommes d'accord là-dessus. Nous sommes très d'accord là-dessus. Mais lorsque le MRC parle, il vous dit, les militants du MRC sont ci, sont ça. Et à la fin... Je crois que je vais prendre... Je suis désolée. Je vous interromps aussi. Je vous en prie. Non, allez-y, Jean-Louis. Non, voilà. Donc c'est ça. Cette malice-là, il y a derrière une espèce de malice déplacée. Nous, on travaille pour les citoyens, en fait, pour les partis politiques. Donc, nous souhaitons que les citoyens vivent dans un environnement adéquat. Donc, il y a des sacrifiés. Je vous disais, Rosa Parks, elle a assumé. Il y a plein d'héroïnes comme ça qui l'ont fait. Donc, nous, aujourd'hui, à l'AFP, nous savons ce qui nous divise. Nous savons pourquoi nous devons nous réconcilier. Maintenant, c'est le comment. La question, c'est comment faire. Donc, nous travaillons en ce moment sur des stratégies, effectivement, à mettre en place pour savoir comment nous allons nous asseoir tous ensemble pour un programme commun, un tronc commun, avec les partis politiques, pour évidemment, avec l'objectif de battre le RDPC en 2025. Docteur, voilà les uns et les autres ont parfois décrié le fait que ce procès se passe au tribunal militaire. Vous, personnellement, comment est-ce que vous l'appréciez? Oui, malheureusement, Léla, je crois que je suis mal placée pour vos... Vous êtes citoyenne camerounaise? Oui, non, déjà mal placée, je le dis honnêtement, pour savoir pourquoi au tribunal militaire, pourquoi civil, pourquoi ci, pourquoi ça. Non, je ne demande pas pourquoi ça se passe là-bas. Je dis, mais vous, comment est-ce que vous appréciez? Oui, c'est pourquoi je dis je suis mal placée. Si on avait un avocat, si on avait... Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que des civils doivent être jugés dans une juridiction civile et les militaires... Oui, la logique le voudrait ainsi. La logique le voudrait ainsi. Mais maintenant, la justice va te dire, on a des éléments qui nous permettent de transférer ci à là. C'est pourquoi je dis encore à l'entame qu'on n'est pas, malheureusement sur la table, on n'a pas un avocat pour nous brosser en quelques secondes un excellent cours sur la question. Mais par contre, sociologue que je suis, je dis, moi ce qui m'intéresse, c'est les motivations. Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là? Et c'est ça qui m'intéresse à chaque fois. Ça, c'est vraiment le paradoxe. J'ai été content d'entendre le confrère nous parler de la France, comment ça fonctionne, comment c'est beau, comment c'est magique, d'accord. Mais je vais revenir sur un élément, les gilets jaunes. Et je crois que j'en ai souvent vu comment on gazait sur des gilets jaunes, comment on chassait des gilets jaunes. Pour dire quoi? Pour dire qu'à un moment, lorsqu'on est dans des revendications, il y a des normes et des bases minimales qu'il faut respecter. Moi, j'insiste là-dessus. Le Cameroun est un pays, comme tous les pays d'Afrique, qui sont dans une démocratie de sensiblement 50 ans. Contrairement, et chaque fois qu'on veut établir une comparaison avec des pays de 200 ans de démocratie, je dis ça commence à poser problème. Quand ça vous arrange, lorsqu'on veut, non, je vous en prie. Permettez. Non, ne dites pas oh là là, parce que je serai très amère avec vous. Lorsqu'on veut établir des comparaisons, on vous dit toujours non, comme la France, comme la France, comme la France. Non, là, je le dis sur ce plateau, le Cameroun n'est pas la France. Ou je vais plus loin, l'Afrique n'est pas la France. L'Afrique a ses principes propres à elle. Je vous en prie, permettez que je termine. L'Afrique a ses principes propres à elle. Le Cameroun a ses principes propres à lui. La France a ses principes propres à lui. Un militant du MRC a voulu vous démontrer comme sont eux qui éclairent la lanterne de tous les Camerounais. Mais je n'ai pas envie de revenir sur l'affaire Suivivol, qui jusqu'à aujourd'hui, vous avez eu des bugs de 180, je ne sais pas trop de... Non, à un moment, hein, quand vous voulez raconter ou alors vous voulez montrer aux yeux du monde que vous êtes les plus beaux, les plus sains, les plus vrais, pensez à l'arrière, parce qu'il y a des cadavres derrière. Et ça, vous avez l'impression d'avoir oublié. Et à chaque fois que le MRC vous parle de la politique, il se comporte comme si le SDF n'existait pas. D'ailleurs, ils vous disent qu'ils sont les premiers partis d'opposition au Cameroun. Non, voilà mon véritable problème. Voilà mon véritable problème. Non, c'est vous maintenant qui déterminez les hors-sujets, là, finalement. Enlevez votre tricot, que l'on puisse voir ce qui est écrit dessus. Non, qu'on arrête de burner les Camerounais et croire que le RDPC veut mieux les diviser. Non. On vous a parlé, ils ont fait une association récemment là pour, je ne sais pas trop, consensus pour essayer de régler le code électoral. Oui, mais
À l'intérieur, on avait des divisions où quelqu'un vous dit non, je porte la tête, je porte ci, je porte ça. C'est pas de ça que les Camerounais ont besoin aujourd'hui. Si vous estimez que le RDPC est l'homme à abattre, ce qui est normal et logique pour vous, un parti politique dont la première mission est de conquérir le pouvoir, c'est mettez-vous au travail et trouvez des stratégies, des voies et moyens. Et tous ces voies et moyens et stratégies peuvent se trouver en respectant les institutions. C'est de ça que je parle, simplement. Est-ce que le MRC est désormais plus confiant, maintenant que cette affaire se juge au civil, est-ce que le MRC est désormais plus confiant quant aux questions relatives à la neutralité et même à l'indépendance des juges? En tout cas, je vais répondre rapidement à votre question, mais je peux manquer de ne pas laisser passer tant de mensonges de la part du... Suivi-vol, ça a été réglé du RDPC. Parce que quelqu'un est mort pour ça, hein. Dites aux Camerounais. Docteur Simon, allez-y, Guy Laurent. Donc je disais que je ne peux pas laisser passer autant de mensonges. Oui. D'abord, Madame Djanga a raison. Les Camerounais doivent travailler ensemble. Oui. Hein? On doit travailler ensemble. Et quelle que soit l'initiative où les Camerounais se retrouvent ensemble, le MRC est preneur. Je crois que Maurice Kamto a dit, quel que soit l'endroit où on m'invite, je viendrai. Et je parlerai avec les Camerounais. Sauf s'ils mènent la BAC. Allez-y. Docteur Marcel Simon, je vous en prie. Oui, allez-y, Guy Laurent. C'est-à-dire, vous n'allez pas distraire. Et vos mensonges, les Camerounais commencent à comprendre dans quel mode vous fonctionnez. Je rappelle que cette plateforme où les partis politiques d'opposition travaillent à présenter un code électoral consensuel, c'est le RDPC qui a empêché que ces partis politiques présentent le projet à Yaoundé. Il n'y avait pas un problème de leadership à l'intérieur. Ils étaient tous devant l'hôtel Hilton et disaient on veut simplement présenter notre travail aux Camerounais. L'AFP, sur tous les plateaux de débat, dit qu'ils sont en train de préparer un projet de travail en commun. Mais nous sommes preneurs et on attend. Donc je ne sais pas pourquoi le RDPC s'agite chaque fois que les Camerounais veulent se parler. Le problème que nous avons dans ce pays, Madame Léla, c'est que nous n'avons pas encore atteint un minimum de consensus politique et même un minimum de consensus social. Qu'est-ce qu'un minimum de consensus? Quand on parle de la France, il y a des problèmes qui arrivent dans des pays civilisés. Parce que, je le dis bien, dans des pays civilisés, quand il y a des problèmes à grand enjeu, on oublie les cassures politiques, on oublie les partis politiques, on se retrouve tous ensemble. Vous avez souvent vu les présidents français inviter tous les partis politiques d'opposition à venir discuter les grands enjeux de la nation. Vous croyez que des messages pareils, vous les avez ici chez nous au Cameroun? On va nous dire non. Le grand dialogue, le MRC avait été invité. On ne peut pas laisser passer ça. Mais délibérément, il n'est pas venu. Il faut le dire aux Camerounais. Arrêtez. Allez-y, Guy Laurent. Mais arrêtez la sorcellerie à un moment. Docteur Marcel Simon. Je vous en prie. Guy Laurent, allez-y. Bien, si elle veut qu'on parle du grand dialogue, on peut toujours y aller. Non, je ne vous ai pas changé d'idée, continuez. Docteur Simon. Allez-y, Guy Laurent. Et parlant du grand dialogue, le MRC avait donné cette proposition de feuille de route au gouvernement camerounais en disant qu'on ne peut pas aller dans un grand dialogue où un monsieur a choisi lui-même les arbitres, les sujets et le terrain de jeu. Et le RDPC adore ça. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à comprendre qu'à un moment donné, je parlais du minimum de consensus. Tant qu'il n'y a pas un minimum de consensus, on ne peut pas discuter sur des sujets. Et cela appelle à un nouveau paradigme. Et c'est à cela que le MRC travaille. Qu'on comprenne que dans un pays c'est une aventure humaine. Et dans une aventure humaine, il y a ce qu'on appelle les parties prenantes, comme dans tout projet. Et on ne peut pas mener un projet sans que les parties prenantes ne participent de manière sereine et de manière objective à ce projet-là. Donc, le MRC est le parti qui accepte de discuter, de dialoguer, même avec le RDPC. Je vous rappelle que quand Maurice Kamto était embrigadé à Koningui, à sa sortie, il a dit « Je tends la main à M. Paul Biya pour qu'on solde le passif de l'élection de 2018. » Est-ce que vous écoutez ce qu'il est en train de dire? Le président d'opposition tend la main au chef de l'État, c'est-à-dire inscrit le chef de l'État pour qu'on solde. Mais vous croyez où à la fin? Le MRC, c'est devenu quoi? Vous croyez où finalement? Non, il faudrait bien qu'à un moment on le leur dise. Que ce n'est qu'un parti politique parmi tant d'autres. On fait des marches pour déstabiliser le régime, on fait des marches de chassement. Mais aujourd'hui, on prend un concept, marche pacifique. Ce n'était pas le 22 marche chassement? Docteur Simon, qui devrait prendre l'initiative de tendre la main? Maintenant, quand on est coincé, on se lève, on dit non, le pays est dangereux, les institutions sont dangereuses. Quand vous marchez pour le chassement, c'est pourquoi? Docteur Simon,
Revenons au principe de tendre la main. Qui devrait prendre quand on se rabaisse, je dis le véritable problème du MRC, du président du MRC, c'est qu'à chaque fois qu'il prend la parole, je vous assure qu'il la prend pour déstabiliser les institutions. Docteur Marcel Simon, on est dans une situation où comme... Vous vous rappelez quand il est venu dernièrement ici, il avait une séance, je ne sais pas trop, de dédicace à la chaumière. Et il s'est retrouvé dans leur maison de parti, entre guillemets, je vais le dire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que mes citoyens ne doivent pas sortir, ils doivent sortir de la prison avant le 25, comme il intimait l'ordre aux institutions de libérer ses militants. Nous sommes à 2 ans, c'est beaucoup. Demandez pardon et vous sortirez. Docteur Marcel Simon. Je m'agresse pas à vous. Je veux dire, on est dans une situation... Je m'agresse pas à vous. Guy Laurent, on est dans une situation... On est dans une situation où les Camerounais ont du mal à se parler posément. Oui, malheureusement. L'initiative de qui tend la main, est-ce que c'est important en ce moment? Je veux dire, qui tend la main, qui ne tend pas la main. Le plus important, est-ce que le plus important, c'est pas finalement que les Camerounais se parlent? Est-ce que le plus important, c'est... Le plus important, c'est que les Camerounais se parlent. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai dit ici, qu'au grand dialogue national, le chef de l'État avait appelé, lorsqu'on vous parlait des partis politiques, on a appelé, voilà le moment où chaque parti politique, chaque leader de parti politique avait été attendu pour apporter sa pierre. D'ailleurs, l'AFP a apporté sa pierre, le SDF a apporté sa pierre. Alors que l'on vous dise aujourd'hui que le chef de l'État... Permettez que je puisse poser les questions pour que vous... Alors, je vous en prie. En quoi c'est un problème que ce soit Maurice Kamto qui tende la main, que ce soit Cyril Sambaka qui tende la main, que ce soit... Est-ce que la main tendue doit forcément venir du chef de l'État? Vous savez, le véritable problème avec les positions du MRC, le SDF, l'AFP vous dit ils sont un parti républicain. D'accord. Et lorsqu'on veut démontrer, bien qu'on soit un parti d'opposition, mais on a de l'amour pour le pays que l'on voudrait diriger demain, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème de méthode au MRC. Il faut le leur dire très souvent. On ne peut pas vouloir tendre la main à un chef de l'État en lui intimant l'ordre. On ne peut pas vouloir tendre la main ou alors apporter son expertise à un chef de l'État en lui imposant ses règles. On ne peut pas vouloir accompagner l'État dans une situation en démontrant que je suis le meilleur ou je suis le plus fort. Lorsque nous savons tous que ce pays a à sa tête un chef de l'État. Allez-y Guy Laurent, vous aviez la parole. Oui, j'étais en train de dire que Maurice Kamto a tendu la main en disant qu'il n'était pas important, que le pays n'était pas bon, que le pays reste dans une tension permanente. Et vous verrez bien que dans tous les discours de Maurice Kamto, il y a toujours une volonté de s'ouvrir, toujours une volonté d'apaiser, un discours toujours apaisant. Je rappelle qu'on a quand même le chef d'un parti politique qui a osé dire que un autre citoyen qui était à la tête d'un projet politique était un petit parti politique. Donc il y a une volonté de minimiser l'autre. Non. Nous sommes dans un pays où on a dit, on était tout à l'heure tous d'accord, que le patron du président de la République, c'est le peuple camerounais. Et quand on va à l'élection, le vote, que ce soit du Premier ministre ou du président de la République, ou le vote de la Bayam Salam, c'est le même mandat que nous donnons à quelqu'un pour conduire les affaires publiques. Parce que les affaires publiques appartiennent à chacun de nous, Camerounais. Quand vous êtes dans un pays comme le nôtre, et que l'on vous dise que les gens doivent s'abaisser devant qui? Le peuple s'abaisse devant qui? Le peuple s'abaisse devant le peuple. Nous continuons à dire qu'on ne va pas faire de nous des citoyens de seconde zone. On ne va pas faire de nous des chiffons. Nous sommes des citoyens qui bénéficient, madame, s'il vous plaît, qui bénéficient de ce qu'on appelle l'égalité devant la loi, devant les institutions. Et nous tenons à ce que les Camerounais sachent qu'il n'y a pas de citoyens de première zone et d'autres de seconde zone. Monsieur Paul Biya est citoyen comme nous. Et s'il a un pouvoir particulier, c'est nous qui lui avons donné ce pouvoir. Et c'est nous qui sommes ses patrons. Alors, merci de le reconnaître. Comment sortir finalement de cette tension pour arriver à une situation en Cameroun un peu plus apaisée? On va sortir sur cette question-là. Oui, je ne vais pas trop m'étendre. Oui, on sort de l'émission sur cette question. Je suis porteur d'un message. Je n'ai pas été mandaté par la diaspora, mais je voudrais porter ma modeste voix simplement pour dire aux Camerounais, le constat est clair, la situation est tendue, on n'arrive plus à s'entendre et il faut se parler. Manifestement, la question c'est qui va tendre la main. Apparemment,
certains n'ont pas le droit de tendre la main. Bon, moi je souhaite simplement que le président de la République, qui jouit des prérogatives et qui a le pouvoir d'organiser, d'appeler finalement les autres sur la table, qu'il le fasse comme ça se fait ailleurs. Emmanuel Macron consulte ses prédécesseurs, il consulte les présidents de partis politiques. Bon, c'est normal, c'est banal dans une démocratie, si tant est que le Cameroun est une démocratie. Et je voudrais terminer en disant que le Cameroun est le projet de tous les Camerounais. C'est le projet de tous ces enfants. Et aucun Camerounais ne devrait être mis de côté. Donc, moi, je pense que sincèrement, si on ne se parle pas à un moment, c'est-à-dire si on n'a pas un dialogue sincère, le parti au pouvoir avec les partis d'opposition, la société civile également, oui. Si nous ne nous parlons pas, les projets d'émergence et tout ça, ça se voit. Hein. Moi, je suis arrivé, il y a des trous en face de l'aéroport. C'est les trous qui vous accueillent. La vitrine d'un pays, vous arrivez, vous sortez, vous tombez sur des trous. Si on est occupé à se tirer dessus, et au point où on ne voit même pas les trous qu'il faut boucher, moi je dis, le projet Cameroun, il est mort là. Moi, j'en appelle vraiment à ce sens patriotique-là, ce sens du Cameroun, finalement, qu'on revienne sur l'essentiel, qu'on construise des routes, qu'on construise des hôpitaux, que les Camerounais se sentent bien dans leur pays. Parce que comme les uns et les autres ont dit, on a peur. Hein? Moi-même qui vous parle, combien de personnes m'ont dit, fais attention à ce que tu vas dire sur le plateau, parce qu'attention, on fait ci, ça. Non, je pense qu'il faut qu'on arrête et qu'on revienne à des choses plus simples pour le pays. Qu'on redevienne simplement humain. Merci à vous, Jeanne-Louise Ndjanga, d'avoir été avec nous ce dimanche. Je voulais rajouter quelque chose rapidement. Et aussi, surtout, qu'on désacralise les leaders politiques. On les rend dictateurs. Vous savez, quand on ne parle que d'une personne, que d'un leader, on martèle à chaque fois, quelque part, on lui donne trop de pouvoir et un jour, il deviendra un dictateur parce qu'on lui a donné, on l'a trop galvanisé, on l'a trop valorisé. Est-ce que vous parlez en leader politique en particulier? On vous dit quand même absolument. Parce que tout le débat, c'est... aujourd'hui sur nos politiques, effectivement. Mais de manière générale, je parle, hein, que c'est le peuple qui est le souverain. Absolument. Ce n'est pas les leaders politiques, non. C'est le peuple. Et c'est ce que nous disons, d'ailleurs, à l'AFP, notre slogan, c'est « People First ». Merci Jeanne-Louise Ndjanga. Merci également à vous. Dr Simon, vous n'avez pas été très discipliné ce dimanche. Non, non, rassurez. Vous savez que je suis toujours très discipliné, mais je ne veux pas que des gens viennent mentir sur les plateaux. On vous parle de discours apaisant de Maurice Kamto. Pourtant, vous savez très bien combien c'est faux. Parce que si on avait du temps, à chaque fois qu'il a fait des sorties, je vous sortirais une simple phrase et vous me diriez si c'est un discours apaisant. Merci en tout cas, Dr Simon, d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci également à vous, Guy Laurent Cohen. Oui, merci. Je voudrais dire aussi là que je suis d'accord avec Mme Ndjanga. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le peuple qui a le pouvoir. Et si on parle de Maurice Kamto, c'est parce qu'il arrive dans un océan où on impose une vision et qu'il veut opposer à cette vision-là, qui est une vision orgueilleuse, vilaine, comme on dit au quartier, une vision du mauvais cœur. Il veut opposer à cette vision la vision de l'amour, en disant aux Camerounais, reprenez la responsabilité, reprenons la responsabilité de nos affaires publiques, parce que ce pays nous appartient tous, il n'appartient pas qu'au RDPC. Et on a l'impression que ces gars vous parlent très souvent comme s'ils avaient la primeur de tout, comme si tout leur appartenait et qu'ils avaient l'exception patriotique. L'exception patriotique, chers Camerounais, c'est le vôtre. Et chacun de nous doit prendre part à l'aventure Cameroun. Merci à vous, Benoît Assala, d'avoir été avec nous ce dimanche. L'invitation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30, demain lundi lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu veut. Dimanche.